les gens qui vont payer ça, c'est nous, les blédards. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi? À chaque fois où il y a eu des choses qui se sont passées en France, on renforce des lois contre l'immigration. Et ceux qui payent la facture, ce n'est pas ces jeunes qui cassent, parce que c'est des Français quelque part. Hein. On peut dire ce qu'on veut, ils sont nés en France, c'est des Français. On aurait pu marcher, on aurait pu s'indigner, on aurait pu faire des grosses manifestations sur Paris avec des millions de personnes s'indigner, ça allait faire quelque chose. Tu vois? On aurait pu, brûler 2-3 voitures, casser 2-3 magasins. Mais s'attaquer à des écoles, à un moment donné, moi je dis, ça va se retourner contre nous. Ça va être contre-productif, ça ne va absolument rien changer. Je pense qu'en France, surtout, les Maghrébins sont un peu plus chauds que les Africains. Ça, il faut le dire. Et de deux, cette situation peut amener même à des situations encore pires. Ça peut amener à des affaires de terrorisme. Tu vois même des gens comme Kerry James, qui a chanté toute sa vie sur la lutte des Noirs, fait des tweets en disant qu'il est fatigué, que lui-même ne peut pas soutenir ce qui se passe là. Parce que lui-même dit que là, c'est les gars, vous avez passé une ligne où c'est compliqué pour moi de dire ouais et tout, les gars manifester, je ne peux pas. Le gars du Québec, c'est ton oncle du coin. Tu fais mal à qui? Aux policiers? Non. Et à chaque fois, c'est qui qu'on voit? C'est Mohamed et Mamadou. C'est nos gueules qu'on voit. Et du coup, ça rend dans une situation où même des Français de gauche qui vont... On n'est plus défendable en fait. Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut à toi Augustin, comment ça va? Salut Alain, ça va super. Il fait un peu chaud en France, mais ça va quand même. Non, il fait très chaud, hein. Même chez moi ici en Estonie, c'est fou, sincèrement. Là, j'ai dû couper le ventilateur pour qu'on n'ait pas de bruit dans ce podcast. Donc bon, comme on n'est pas au même endroit, on a dit quand même qu'on allait faire un podcast parce que la situation, par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui en France, il y a pas mal de choses qui se passent. Il a fallu que je vous laisse pendant un mois, que je sois pendant un mois, et c'est terminé. Il faut revenir. Ça pas totalement. On a l'impression que c'est la guerre. Donc, dans ce podcast, on va parler de pas mal de choses. On va parler de racisme. Bon, c'est un sujet qui revient souvent dans les podcasts, mais là, c'est extrêmement particulier. Et tout, je ferai d'autres vidéos YouTube pour aborder ces sujets-là aussi. On va parler aussi de la situation en France actuellement. Et on va parler aussi d'un sujet assez spécial qu'on vous laissera découvrir normalement dans ce podcast. Mais déjà, Augustin, toi qui es en France, qu'est-ce qui se passe en France? Parce que là, je vois sur TikTok, c'est la guerre. Ils sont à 2 doigts maintenant d'envoyer l'armée dans les rues, tu vois. C'est la guerre en France actuellement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec l'histoire de George Floyd là. Et si on ne sait pas faire, on va se retrouver dans une situation comme ça. Ouais. C'est-à-dire, comme on le dit, ça va péter. Ça va péter. Et je crois que c'était avant-hier, j'ai un de mes collaborateurs qui est venu chez moi, je devais le raccompagner à la gare, il devait prendre le train vers Limoges. Et le train a été retardé de 3 heures. Et c'est là même que j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui fait que le train peut être retardé de 3 heures? Et après, le soir, je rentrais, il y avait des policiers qui nous ont interpellés carrément pour nous dire qu'il y a coup-feu. J'ai dit, mais quel coup-feu? Parce qu'il n'y avait presque pas personne dans les rues. Ouais. Donc, c'est quand je suis rentré que j'ai pris le temps de voir ce qui se passe. Et c'est vraiment très triste parce que pour aller droit au but, il y a un policier qui a shooté un Africain encore. Et du coup, la situation, quelques temps après, ça a dégénéré. Donc, quand ça a dégénéré, aujourd'hui, c'est devenu une situation à tel point où tout le monde s'en est mêlé. Même Macron s'est exprimé sur le sujet. Ils sont en train de tout casser dans les rues. À vrai dire, je ne sais pas qui casse les choses. Je ne sais pas qui casse les choses, mais je pense qu'on est là quand même pour en parler, pour en discuter parce que ça nous concerne. Et c'est pour ça qu'il faut quand même se prononcer et dire vraiment ce qu'il y a sur le sujet. Ouais. Effectivement, moi j'ai vu un peu l'histoire, j'ai vu un peu l'histoire de loin parce que je suis tombé sur des vidéos TikTok où on a vu effectivement le policier tirer sur le gamin. Apparemment, c'est un gamin de 17 ans qui conduisait une voiture sans permis, ou enfin il n'avait pas de permis sur lui, le policier, contrôle de routine et tout. Et le policier avait son arme. Bon, je ne sais pas, le truc a escaladé rapidement. Il avait son arme sur lui comme ça et
au bout de quelques minutes, le petit a démarré et le coup de feu est parti, en fait. C'est ce que moi, j'ai compris un peu, hein, le coup de feu est parti. Et du coup, au début, apparemment, les policiers n'ont pas assumé la responsabilité au départ. Ils ont un peu dit non, oui, etc. et tout. Et après, c'est totalement parti en fumée. Les jeunes se sont jetés sur l'actualité, enfin, sur le sujet, sur TikTok, etc. Et ça a commencé, ils ont commencé un peu à tout casser. Ça a commencé à Paris, en région parisienne. Et après, actuellement, c'est dans toutes les villes de France. En tout cas, c'est dans toutes les villes de France que c'est en train de se passer. C'est ce que moi, j'ai compris, en tout cas. Donc, du coup, qu'est-ce que toi, tu penses de la situation? Avant que je ne dise que moi, je pense de la situation quand même. Bon, je dirais déjà que pour moi, c'est une situation qui se passe souvent, très souvent. Même la fois passée, il y avait une situation comme ça qui s'est passée à Angoulême, la dernière fois à Toulouse. Là, c'était un Malien qui a été tué par la police. Et voilà, on va dire que les policiers font des erreurs. Ils font des erreurs, mais il faut aussi se patienter et analyser les choses. Et moi, quand j'analyse tout ça, je vois que ça va au-delà de l'erreur. C'est une volonté manifeste de nuire à autrui. Tu vois, c'est-à-dire, tu tombes des fois sur des gens qui sont vraiment racistes, quoi. Je ne sais pas si on est autorisé à dire ce thème-là sur YouTube, mais tu tombes des gens ici en France qui ne vont pas vouloir forcément, en fait, sans aucune raison, ils vont vouloir faire du mal parce que la personne n'est pas de la même race qu'eux, ou bien de la même région qu'eux et tout. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est de trop. Même au départ, qu'est-ce qu'on entendait? Il y avait le président qui essayait de faire la parcimonie entre les partis, le ministre de l'Intérieur qui s'est indigné. Mais quand les vraies preuves sont sorties, tous ces gens-là ont dit que c'était un acte inexcusable. Donc pour moi, c'est un acte inexcusable. À l'époque de la guillotine, ce gars-là devait être guillotiné, tu vois, parce que tu ne tires pas sur un gamin comme ça, tu vois. Et pour moi, je me mets à la place de la famille de cet enfant-là, tu vois. C'est un peu comme si un jour ta maman apprend, ou bien moi, mon père ou ma mère apprennent que juste parce que je passais, j'ai eu une petite discussion. Et quand tu vois dans la vidéo, il n'y a pas eu, le petit n'a pas essayé de les agresser ou quoi que ce soit. C'est une vidéo normale. Mais déjà, il y a quelque chose qui choque. C'est pourquoi le gars, il va braquer son fusil sur le gamin. Donc déjà, il y a un problème là-bas. Pourquoi il braque son fusil sur le jeune homme? La question que je me pose, est-ce que si c'était quelqu'un qui est de la même couleur que lui, il l'aurait fait? Donc ça dit que quelque part, on prend cet enfant-là pour quelqu'un qui est, je ne sais pas, un sou, tu vois, quelqu'un qui n'est pas à considérer comme tout le monde a des droits. Lui, on peut s'autoriser à faire tout et n'importe quoi sur lui. Et moi, c'est ce qui m'a indigné en premier lieu. Et en second lieu, moi, ma grande surprise, c'était la façon dont ça a réagi partout. Moi, sincèrement, c'est des choses qui n'attirent pas mon attention, mais une voiture brûlée, 10 voitures brûlées, 5 voitures brûlées, 50 voitures brûlées, des magasins pillés et tout, bah, quelque part, je dis, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Et ce qui est en train de se passer, c'est simplement quelque chose qui va interpeller tous les Africains, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas, peut-être toi, tu peux avoir l'avis contraire, hein, mais moi, je ne vais pas chier sur nous, les Africains, dire oui, c'est notre faute, quoi. Mais il y a un fait. Le fait, c'est qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir faire à ce que toutes ces choses-là, ça puisse changer. Parce que trop, c'est trop. Un jour où on ne sera pas là, qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants, tu vois? Toi, peut-être, tu peux être en voyage d'affaires en Chine, comme tu as l'habitude d'aller dans les usines là. Tu seras dans une usine, ton enfant sera quelque part et peut-être c'est son enfant qui peut se retrouver là-bas. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Pour moi, c'est ça. Et la dernière chose que je vois là-bas, c'est que ça interpelle sur le fait qu'il faut vraiment s'arranger en tant qu'Africain pour quitter ces pays-là. C'est ce que je peux dire. Ok, parfait. Oui. Moi, personnellement, j'ai un avis assez mitigé sur la question. Parce que j'ai essayé de voir au plus loin. D'accord? J'ai essayé de voir vraiment une vision générale et surtout ne pas rentrer dans l'émotionnel. Tu vois? C'est extrêmement important. Ne pas rentrer dans l'émotionnel
pour essayer d'analyser la situation de façon assez froide. Ce qui s'est passé, je pense que tout le monde le sait déjà, ou bien tout le monde le ressent de la même manière un peu. Le policier l'a abusé. En fait, j'ai même été choqué qu'en France, on est en train de partir vers les États-Unis où un policier peut sortir son arme comme ça. En fait, j'ai dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis un peu choqué quand même qu'aujourd'hui, un policier peut sortir son arme aussi facilement. Tu vois? Et dans la vidéo, je ne vois pas forcément d'inquiétation. Certainement, il y a eu des échanges de mots. C'est une vidéo, nous, on ne sait pas. Il y a eu des échanges de mots dans la vidéo, etc. Peut-être que le jeune l'a insulté, peu importe. Mais sortir l'arme aussi facilement, une arme chargée, parce qu'on voit que dans la vidéo, le jeune homme démarre et le coup aussi est parti. Tu vois? Il démarre comme ça le coup. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il a vraiment tiré de lui-même, ce qui serait vraiment choquant? C'est-à-dire que lui-même, ou bien est-ce que c'est dans le fait que le jeune homme démarre la voiture, que le coup. Tu peux pas dire ça. Moi, de ce que je vois dans la vidéo, moi, je me dis, ce serait vraiment extrêmement grave et extrêmement choquant qu'il tire de son propre. C'est que si on définit que le gars a tiré sur le jeune homme de son propre chef comme ça veut dire qu'on est dans une situation américaine et qu'un policier peut te shooter dans la rue. Tu vois? Et c'est quelque chose qui me surprend quand même pour la France. Ça veut dire qu'on a passé un cap. C'est ce que je sais d'expliquer en fait. Ça veut dire qu'on a passé un cap en fait dans les violences policières en France. Tu vois? Que le policier puisse décider à ce niveau. Mais on va revenir encore sur ce volet-là, à peu près sur la question du racisme aussi. On va revenir sur ce volet-là. Tu vois? Et du coup, pour moi, je me dis, c'est assez choquant. On est en train de passer un cap au niveau de la France. Deuxième partie, c'est sur les réactions que les gens ont eues. Personnellement, je trouve les réactions abusées. Qu'est-ce qu'il y a d'abusé là-bas? Tu vois, je trouve les réactions abusées. Pourquoi je dis que les réactions sont abusées? Il y a une injustice, on le sait. Aujourd'hui, on est rentré dans des manifestations. Pourquoi aller brûler la voiture des gens? Non, ce qu'on oublie, Augustin, les voitures brûlées, c'est les voitures de vos voisins. D'accord? C'est les magasins de vos voisins. Pourquoi aller s'attaquer à des écoles maternelles? Pourquoi aller mettre le feu à des bibliothèques? Tu vois, pourquoi aller foutre le feu à une gare? Quelque part, vous faites plus de mal que faire du mal à Macron. Laisse-moi finir. Vous faites plus de mal que faire du mal à Macron. Lui, là, c'est garde du col et dans sa voiture. Et dans tous les cas, ça ne va absolument rien changer. Non, ça peut changer quelque chose. Non, laisse-moi finir sur ça. Les révolutions sont parties de là. Donc, je ne refuse pas. Les changements sont partis de ça. Donc, oui, moi, je dis que ça va changer quelque chose. Ok, moi, je vais donner ma thèse à moi. La thèse que moi, je défends. Tu vois? Moi, je dis que ça ne va absolument rien changer parce que ça a changé quoi l'affaire George Floyd dans la vie des Américains aujourd'hui, 5 ans après? C'est quoi le bilan? On a levé des fonds, des milliards de dollars de fonds que les gars de Black Lives Matter ont bouffé. Ils ont bouffé l'argent. Même la famille du gars en question n'a presque rien reçu. Est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans ou 6 ans après l'affaire de Black Lives Matter ou de George Floyd, qu'est-ce que cela a changé dans la vie de l'Africain moyen ou bien du Noir américain moyen aux États-Unis aujourd'hui? De façon factuelle. Non, le changement peut, ça peut. C'est pourquoi je dis ça. Augustin, j'ai vu des vidéos des années 80 sur ina.fr. Des années 80. Et on avait les mêmes problèmes dans les banlieues. Les jeunes se plaignaient toujours. Il y avait des casses à chaque truc, à chaque acte de racisme des policiers. Ils allaient tout brûler. Il y a 40 ans. J'ai vu si tu vas sur YouTube, ina.fr, il y a 40 ans, on a interviewé des jeunes de banlieue et c'était les mêmes choses. On ne nous respecte pas, on nous tire dessus, violence policière, on est fatigué, etc., etc., etc. Je comprends. Moi, personnellement, je comprends qu'on peut s'indigner. Effectivement, on va s'indigner. Mais la réponse à cette indignation, le fait d'aller voler, d'aller piller Apple Store, d'aller piller. Donc, aujourd'hui, dans une indignation,
Il y a des Non, gens qui en ont profité. Il y a des gens qui en Il y a des gens qui en ont profité. Ça, c'est tout à fait normal. Pour cette indignation-là. Et du coup, le truc, en fait, c'est là où moi je veux en venir. Et dans ça que j'ai parlé aussi dans ma vidéo, je veux en venir, c'est que les gens qui vont payer ça, c'est nous, les blédards. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi? À chaque fois où il y a eu des choses qui se sont passées en France, on renforce des lois contre l'immigration. Et ceux qui payent la facture, ce n'est pas ces jeunes qui cassent, parce que c'est des Français quelque part. Hein. On peut dire ce qu'on veut, ils sont nés en France, c'est des Français. Ceux qui vont payer la facture demain, parce qu'il ne faut pas oublier, on va payer cette facture-là. Toutes les casses qui sont en train d'être faites, tous les services qui sont en train d'être faits, trucs là, on n'est pas dans un monde de bisounours. On va la payer, la facture. Et ceux qui vont payer cette facture demain, ça va être les blédards qui vont en subir. Ça va être les visas refusés de plus en plus stricts. Ça va être l'extrême droite qui va en profiter pour gagner encore du terrain, etc. Et ça va être le blédard qui, lui, n'est pas français, qui se cherche encore. Et je parie que si on fouille, on va avoir très, très, très peu de blédards parce que le blédard, déjà en France, tu sais, il marche déjà sur des œufs. Il y a des questions à te poser. Que faut-il faire pour un policier qui tue à bout portant un immigré? Il faut le laisser dans la nature. C'est ce que tu dis. Non, c'est pas ce que je dis. Il ne faut pas confondre les choses. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis, bien évidemment, il faut manifester. D'accord? Il faut manifester. Bien évidemment, il faut s'indigner, etc. Mais la réponse actuelle qui est en train d'être donnée en France, avec les casses, avec les vols, ce que je dis, c'est que va sur les réseaux sociaux, les gens ne supportent plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des Français qui, au début du truc, disaient oui, écoutez, si vous avez raison, et on en a marre des violences policières, de plus en plus, va lire les commentaires, les gens se disent que, ben, écoute, oui, ok, on a compris, mais voilà, ils ont brûlé ma voiture, on a tabassé ma fille, mon truc. Les gars, je ne sais pas s'ils sont allés ouvrir un zoo, tu vois sur TikTok, il y a des chameaux de la. En fait, je t'assure, le truc, en fait, c'est ça. C'est venu à un niveau où, tu vois, moi, je dis que ça ne va absolument rien changer. Parce que ce que ça a créé, en fait, cette situation, et ça se voit, va lire n'importe quel commentaire d'une vidéo, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur YouTube Short ou sur Instagram, on a tellement poussé le truc que c'est en train de desservir. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'auront plus aucune compassion. Je t'assure, les gens n'auront aucune compassion. Parce qu'on aurait pu marcher, on aurait pu s'indigner, on aurait pu faire des grosses manifestations sur Paris avec des millions de personnes s'indigner, ça allait faire quelque chose. Tu vois, on aurait pu, ok, brûler 2-3 voitures, casser 2-3 magasins, mais s'attaquer à des écoles, tu vois. Là, les gens commencent à dire, oh, il y a une ligne qui est en train d'être franchie. Tu vois, piller des banques, démonter des distributeurs, brûler tu vois. À un moment donné, moi, je dis, ça va se retourner contre nous. Ça va être contre-productif. Ça ne va absolument rien changer. Parce que là, le gouvernement va essayer même de réagir de façon beaucoup plus ferme en disant que, c'est-à-dire le peu d'espace de négociation dans cette affaire est foutu, en fait. Ça va nous apprendre aussi, tu vois. Le peu d'espace de négociation est foutu. Et moi, là où je veux en venir, c'est que on est des entrepreneurs. La réponse à tout ça, et moi, je parie que la réponse à tout ce qui se passe sur le long terme, c'est qu'on s'organise mieux en tant que communauté. On n'a pas le choix. Tu vois, casser des trucs, parce que tu sais, quand on parle de toutes les révolutions sont passées comme ça et tout, oui, ça c'est des révolutions. Les dernières révolutions, tu vois, si c'est des révolutions qui sont alimentées par la CIA, comme on l'a vu dans les printemps arabes, oui, on comprend. Les révolutions sont passées comme ça parce que derrière, on a eu d'autres agents étrangers qui ont aidé ces révolutions-là, dans le cas de la Libye, dans le cas de la Tunisie, à l'époque, parce qu'il y avait des agendas derrière. Mais si tu penses vraiment qu'on va avoir une révolution avec nos gueules là, non, sérieux, tu penses vraiment que la CIA va venir pour dire oui, on en a déjà dans notre pays, c'est 10 000 fois pire. Dans le pays des Américains même. Donc, si vous pensez vraiment qu'il va y avoir une révolution en France, que les gens vont se lever et qu'ils vont aller changer les choses. Parce non, ça va passer. Ça va passer. On va passer. Comme on dit, la caravane passe. Le chien à boire, la caravane passe. Mais quelque part, pour moi, c'est aujourd'hui, je pense que déjà, cet acte-là ne peut pas rester comme ça. Comme tu l'as dit, les gens ont fait. Ils ont fait jusqu'à un certain niveau. Mais des fois aussi, pour moi, c'est que
cet extrémisme-là, ça fait que demain, tu vois, peut-être dans 5 ans, ce ne serait plus ça, tu vois. Mais demain, quand même, ça va quand même. Un, un policier, moi je parle surtout par rapport aux policiers, tu vois. Ça, Ce c'est sont clair. les policiers, leur façon de faire, tu vois. Quelqu'un qui a ce comportement-là où il déteste l'autre à ce point-là, en tout cas, ça va quand même un peu calmer les choses. Peut-être en ce moment où on parle, ça se passe encore. Oui. Quelqu'un est en train de faire encore quelque chose comme ça, tu vois. Mais au moins, quelque part, je pense que c'est normal, c'est naturel, c'est une réaction émotionnelle, tu vois. C'est l'émotion. C'est-à-dire, et tu vas voir là, le gars en question, le Naël, c'est quoi? C'est un Maghrébin, c'est ça? C'est un Maghrébin, oui. Oui, déjà, toi-même, tu sais, nos frères maghrébins ne vont pas accepter ça. Donc, je pense qu'en France, surtout, les Maghrébins sont un peu plus chauds que les Africains. Ça, il faut le dire. Et de deux, cette situation peut amener même à des situations encore pires. Ça peut amener à des affaires de terrorisme, ils vont en profiter pour rentrer dedans, etc., etc., tu vois. Effectivement, ça ne va pas, ce n'est pas ça. Moi, je ne dis pas que c'est ça qui va nous donner à manger en tant qu'Africains en France. Mais je dis que, arrivé à un moment, il faut apprendre aussi à refuser. Tu vois, imagine, quelqu'un qui ment ouvertement dans une situation pareille, il dit non, que le petit l'a agressé. Quelque part, il faut réagir. Moi, je pense qu'il faut réagir. Moi, mais on revient au fait que oui, effectivement, oui, les gens doivent travailler, on doit mieux s'organiser dans notre communauté pour que ces choses n'arrivent pas. Mais il y avait une affaire qui est arrivée comme ça, ça arrive très souvent, très régulièrement. Mais moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on a des gens, on a des autres communautés, genre des Chinois, on n'a jamais entendu que c'est bizarre, j'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas, hein, ceux qui nous suivent vont nous le dire. Mais est-ce qu'il y a des Chinois, par exemple, qui ont eu de telles altercations jusqu'à brûler des voitures en France et on a dit que la communauté chinoise vient de frapper encore ou bien la communauté juive vient de frapper encore? Il y a quelque chose. Vas-y. J'ai l'impression que ça revient toujours à chaque fois sur nous. Tu sais, tu sais, à un moment donné, il faut qu'en tant qu'Africains, on prenne nos responsabilités. L'acte en soi est impardonnable. Ça, on ne va même pas discuter sur l'acte, en fait. C'est la réaction à l'acte que moi je dis, c'est la réaction à ce qui s'est passé. Et comme je te le dis, aujourd'hui, beaucoup en ont profité. Regarde en France, on est venu à une situation où, peu importe que le policier ait tiré sur quelqu'un ou pas, quand il y a match de foot, on casse tout. Quand on est content, on casse tout, on brûle tout. Quand on n'est pas content, on casse tout, on brûle tout. On a eu la Coupe du Monde dans ce pays, on a tout cassé, on a tout brûlé. Donc, on est dans. Et la plupart du temps, ce n'est jamais Jean-François qui le fait. Hein. C'est soit Abdelkader ou soit c'est Mamadou. Qu'on soit content ou pas. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire que. C'est pour ça que je dis que le problème, c'est que c'est en train de nous desservir ces manifestations de violence. C'est en train de nous desservir. Parce que tu vois même des gens comme Kerry James, qui a chanté toute sa vie sur la lutte des Noirs, fait des tweets en disant qu'il est fatigué. Que lui-même ne peut pas soutenir ce qui se passe là. Parce que lui-même dit que là, c'est les gars, vous avez passé une ligne où c'est compliqué pour moi de dire, ouais, et tous les gars manifester. Je ne peux pas. On a franchi un palier, en fait, dans cette histoire. On a franchi un palier. Je ne parle pas des manifestations, mais je parle beaucoup plus de la réaction par rapport à ce qui s'est passé. Oui, moi personnellement, comme je te dis, le policier, tout ce qui s'est passé pour la police, c'est condamnable, ça, il n'y a rien à dire dessus. Les gens doivent manifester, les gens doivent aller loin, tu vois, c'est très, très bien et tout. Mais quand on arrive à un niveau où on pille des gens normaux, tu vois, c'est-à-dire que si encore on s'attaque qu'aux policiers, c'est-à-dire qu'on s'attaque qu'au commissariat de police et tout, j'allais me dire, ok, c'est normal, ils veulent leur faire payer cela et tout. Mais qu'on aille vider le kebab, le gars du kebab, c'est ton oncle du coin. Tu fais mal à qui? Aux policiers? Non. Qu'on aille vider les trucs là, les coffres des banques, c'est l'argent des autres. Ou tu vois, qu'on aille vider les Nike, les Apple Store, des trucs comme ça. Tu vois, les gens oublient que le Franprix ou le Monoprix qui est là, c'est franchisé. Monoprix s'en fout, hein.
C'est le gars qui a payé 200 000 euros, 300 000 euros pour la franchise qui va payer. Et c'est ton voisin. C'est là où moi je veux en venir, en fait. Tu vois? OK, si on veut avoir une réaction violente, qu'on s'attaque à la limite aux institutions qui ont mis ce système en place. Allez manifester devant les ministères, allez manifester devant un truc. Faites ce que vous voulez. Mais pourquoi vous attaquez aux gens normaux? Pourquoi brûler la voiture de vos voisins? Pourquoi aller jusqu'à ce niveau? C'est là, moi, je dis, on a franchi un pas où des jeunes en ont profité de la situation. Comme à chaque fois, il y a un événement qui se passe en France, on profite de la situation pour aller casser, pour aller voler. Et à chaque fois, c'est qui qu'on voit? C'est Mohamed et Mamadou. C'est nos gueules qu'on voit. Et du coup, ça rentre dans une situation où même des Français de gauche qui vont... On n'est plus défendable, en fait. On comprend l'acte, que l'acte est d'une violence sans pareil, mais derrière, les gens vont dire, bon, le policier a peut-être raison. C'est ça le truc. Parce que quand on voit les violences, parce que tu sais, les gens regardent ce que les autres font. Quand on voit les violences aujourd'hui, et que ce n'est pas des violences qui sont commises sur des policiers, mais qui sont commis sur des gens normaux, qui normalement sont avec vous dans cette lutte. Puisque le vendeur du kebab, il est arabe aussi, il est africain. Hein. Il n'est pas, c'est pas un Français. Tu vois? Non, pour moi, c'est pour eux. C'est ça pour moi le truc, en fait. Pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux policiers. Ça, comme tu le sais. Mais c'est clair. Donc, ils essayent de créer un peu un désordre pour pouvoir faire ça. Mais pour moi, c'est aussi stupide. Hein. Après, c'est la foule et c'est des jeunes. Quand tu as des gens de 17 ans et tout, donc tout le monde, la plupart du temps, les gens vont copier ce que tous les autres font et continuer à le faire tant qu'on n'arrive pas à arrêter la tête, tu vois. On n'arrive pas à arrêter la tête. Et je pense qu'on dit tout, mais pour moi, c'est juste de la stupidité. Ce sont des jeunes qui sont bêtes, tu vois. Et ils vont penser peut-être que le fait de casser tout et de faire tout ça, ça va régler les choses. Mais ça ne va pas régler les choses dans le fond. Le vrai problème, c'est de régler les choses dans le fond. Moi, je pars du fait que, oui, le gars, il a tort. Le gars n'a pas le droit de faire ça, tu vois. Mais il faut comprendre aussi que c'est la faute. Quand les gens font les choses comme ça, la plupart des gens font de façon stupide. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va accuser encore notre communauté ici. On va s'organiser. Non, mais c'est ce que je te dis. Tu sais, Augustin, il y a quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo contre le racisme. Les gens m'ont beaucoup insulté sur ça. Et je dis souvent ce que les gens oublient. D'accord? Ce que les gens oublient. Les gens, on est dans une époque, les gens s'en foutent du contexte, d'une situation. Les gens s'en foutent. Et souvent, moi, je l'ai souvent remarqué. Je dis souvent aux gars, en tant qu'Africain, on démarre dans un monde où on est déjà à 5-0. Tu vois, on démarre la course de la vie où on est déjà perdant dans le match. On est dans un monde aujourd'hui où, quand un Africain fait quelque chose, ou un Noir de manière générale fait quelque chose, il y a un degré de, comment je vais dire, il y a vraiment un degré où on va beaucoup mettre de l'attention dessus, on va tellement condamner qu'on va impacter même d'autres frères qui n'ont absolument rien fait dans l'histoire. Quand il fait quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif. Moi, je voulais plusieurs fois expliquer. En Chine, par exemple, où on va te refuser en te disant non, on a eu des Noirs. Un restaurant va te refuser en disant qu'on a eu un Noir qui est venu foutre la merde ici. Mais ce n'est pas toi. Mais on va te refuser l'entrée par rapport à ça. Mais on ne fera pas ça à un Français ou à un Blanc. Un Blanc peut venir foutre la merde. 2 jours après, un autre Blanc vient, il va être accueilli comme un prince. Alors qu'un Africain vient, il sera impacté par ce que son frère a fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué systématiquement. On est dans un monde comme ça et je peux te dire, ça ne sert à rien de dire, il faut que les gens changent de mentalité, mon gars, c'est des discours qui ne servent absolument à rien. Il faut comprendre les règles du jeu et savoir comment jouer avec ces règles. C'est comme ça. Et comment comprendre les règles du jeu? Non, mais les règles du jeu sont très simples. Tu es dans un monde où, de manière générale, quand tu es noir, c'est déjà une problématique. C'est à toi de savoir comment naviguer dans cette problématique-là et de tirer ton épingle du jeu. Moi, je dis, dans ma vidéo, je l'ai dit la dernière fois, personne n'aime personne. De façon intrinsèque, quand tu regardes, personne n'aime personne. Regarde même les Européens. Voilà. Même les Européens, avant même que l'esclavage ne commence, le mot esclave même vient de slave, quelque part. Ils s'esclavageaient déjà entre eux.
avant même qu'ils ne découvrent qu'on peut aller voir prendre d'autres personnes. Donc, personne ne s'aime réellement, quelque part, en fait. Tu vois, quand tu prends les pays asiatiques, c'est pareil. Les Chinois, les Japonais, les Coréens s'auto-détestent, etc. De façon cordiale. Après, chacun tire son épingle du jeu. Chacun regarde ses intérêts là où ses intérêts sont et fait des alliances stratégiques en fonction de comment ses intérêts avancent. Donc, ça ne sert à rien pour nous d'être en France et de demander quelque part qu'on nous aime, de demander quelque part qu'on est en France depuis 10 ans, 20 ans, qu'on ne fait rien pour nous, qu'on ne fait rien pour notre communauté, etc. Les gens s'en foutent, quelque part. Quelle est la suite de tout ça, selon toi? Pour moi, ça revient à la même question. La violence, pour moi, n'est pas la solution. Parce que tout à l'heure, tu disais quelque chose. On ne voit jamais les Chinois faire ça. On ne voit jamais les Pakistanais ou d'autres communautés. Tu vois? Et quelque part, pourquoi? C'est pas parce que les policiers, soudainement, ils sont peut-être moins racistes envers les Chinois ou envers les trucs. Moi, j'aime beaucoup fréquenter les Chinois. J'aime beaucoup fréquenter même les Pakistanais, des Indiens. Tu vois? Souvent, les Noirs se plaignent qu'en boîte de nuit, on les recale. Allez demander à un Pakistanais s'il est reçu en boîte de nuit. Allez lui poser la question. Il est aussi recalé que nous. Hein. Mais la différence entre ces communautés et nous, c'est que ces gars-là se sont organisés autrement. Ils se sont organisés autrement. Ils n'en ont rien à foutre des boîtes de nuit. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ne participent pas à l'économie. Tu vois, ils ont créé leur propre économie et ils ont imposé le respect. En fait, quelque part, ils ont imposé le respect. C'est ça la situation, en fait. Quelque part, les gars n'ont pas exigé qu'on les respecte. Ils ont imposé le respect par rapport au système qu'eux-mêmes, ils ont mis en place. Quand tu regardes les Chinois, les Pakistanais, les autres communautés, parce que les Noirs et les Arabes ne sont pas les seules communautés de la France. Ils ne sont pas les seuls qui subissent le racisme. Les Chinois subissent tellement le racisme que c'est devenu ordinaire. Tout le monde te dit ching, chang, chong, des trucs comme ça et tout. Bon, c'est devenu ordinaire. Parce que le Chinois sait que dans tous les cas, lui, bon, il n'a pas à se plaindre, il n'a rien à foutre. Il va aller ouvrir son restaurant, il va se lancer dans son business, il va faire quelque chose qui va apporter de la valeur à sa communauté. Et ça force le respect dans tous les cas. Ça force le respect. Tu vois. La deuxième chose que moi je voulais aussi aborder par rapport à ça et tout, et c'est là où peut-être que beaucoup de gens vont être en désaccord avec moi, et c'est pas un problème. Je me dis parfois, j'aime beaucoup regarder les vidéos des Américains, de la police américaine lorsqu'ils arrêtent les Noirs, tu vois, et tout. J'ai essayé de regarder des vidéos, ils ont arrêté les Noirs et tout. On est dans un pays, par exemple aux États-Unis, où il y a des violences policières qu'on ne refuse pas, mais tout le monde, les Noirs américains, sont sur la défensive, systématiquement. Tu vas voir des vidéos, le policier te demande contrôle de routine, vos papiers, le gars, il refuse. Tu vois, il a un comportement agressif, il faut le dire. Il faut pas. Mon gars, c'est un fait, tu vois. Qu'on n'aime pas, c'est un fait. Le gars a un comportement agressif. Mais tu sais, c'est le manque d'éducation qui fait ça. Il fait ça. Le gars a un comportement agressif. Il est et le passé. Et le passé aussi. Et le passé, je comprends très bien le truc. Et le passé aussi. Tu vois, donc, parfois tu te dis, mais pourquoi ça en fait? Pourquoi le gars te donne contrôle de routine, remets ta pièce, ton driver license. Point. Pas besoin de bavarder. Il te dit, fais-le. Mais les gars commencent à se bagarrer avec les policiers. Des échanges de langue. Le policier américain, lui, n'a rien à foutre de ta gueule. Il sort son arme, il commence à te braquer dessus. Tu bavardes beaucoup, il te tire dessus. Et parfois, j'ai vu tellement de vidéos dessus, je me suis dit, c'est des situations qui auraient pu se régler rapidement. Et de la même manière, j'ai tombé sur une autre vidéo d'un Noir américain. La police l'a arrêté, il marchait tranquillement. Et il y a un blanc qui a appelé pour dire qu'il y a un Noir qui marche dans le voisinage. Bon, les États-Unis, tu les connais, ils ont leur délire. La police là est venue. Ils ont dit oui, on a vu que vous étiez avec Agoul. Les voisins se sont plaints que vous êtes en train de. Le gars dit bon, il n'y a pas de problème. J'étais en train de marcher, j'avais quelques problèmes et tout, etc. Le policier a dit je peux vous contrôler. Oui, il n'y a pas de souci. Le policier a dit vous voulez qu'on vous dépose quelque part. Le gars a dit non, c'est bon, je peux marcher tout seul et partir et tout, etc. J'étais un peu perdu, j'étais dans mes trucs, tu vois. Et je me suis dit ouais. Alors qu'il aurait pu dire ouais. Il aurait pu commencer à dire ouais. Non, c'est. Moi, j'ai toujours, tu sais, les situations policiers avec des altercations comme ça, j'en ai connu beaucoup, tu vois, et je connais beaucoup d'histoires comme ça. Et moi-même, je me suis rendu compte que des fois, quand on n'arrive pas à s'entendre avec le policier, c'est parce que quelque part, c'est dur de contrôler ses émotions. Ouais. Il y a un problème. Quand tu es en train de passer avec tous les problèmes que tu as dans ta tête, et en plus un policier te casse exprès
Les couilles. Écoute, Genre, le gars, tu lui dis, OK, il te dit, donne les papiers, tu donnes, donne tout, tu donnes. Et en plus, tu sais exprès que le gars est en train de te casser casser les les couilles. couilles. Exprès. Tu sais. Donc, des fois, tu pètes un câble, tu vois. Ouais. Tu peux péter un câble. Et ça arrive, hein, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Mais ce que tu es en train de dire, ça, c'est dans une situation normale. C'est-à-dire, OK, oui, monsieur le policier t'arrête. Et là, tu as tout, en fait, tu es vraiment en maîtrise, tu vois. En maîtrise de toi. Hey, Mais on parle d'un jeune de 17 ans. Tu penses que, vas-y. oui, tu sais que si, par exemple, compare toi d'aujourd'hui avec toi de 17 ans et dis-toi, redemande-toi comment tu aurais réagi. Mon frère, faut dire les choses clairement. Moi, je ne suis pas né en France, je n'ai pas grandi en France. Un Africain, un policier t'arrête, tu respectes. Dis la vérité. Combien de fois un policier t'a arrêté au pays et tu as commencé à lui dire pourquoi, même peu importe les problèmes que tu as. Tu sais qu'au pays, il va te sortir, il va te tabasser. Donc, nous, on n'a pas les mêmes relations. Avec, moi, quand je suis venu en France, même les policiers, moi, je n'avais pas. Je pense que j'ai été arrêté une fois par un policier qui m'a vraiment une fois, hein, qui m'a demandé mais vos papiers et tout. Vraiment, c'est une seule fois par un policier. Mon gars, je voulais me pisser dessus parce que j'ai pensé à tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ça. Je me suis dit putain et tout ça. Mon gars, j'ai coopéré dans le plus. Il n'y a pas de problème, monsieur, prenez et tout. J'ai essayé même de rigoler un peu, tu vois, parce que c'est pas. Non, mais on n'a pas vécu les mêmes choses. Moi, je suis en Afrique. Tu cries pas sur un policier au Bénin. Non. À moins que ton père est le ministre de je sais pas quoi. Et je pense aussi que c'est les enfants ici aussi, ils abusent un peu. Ils Les abusent. Africains abusent un peu. Quand tu vois comment on parle à un policier, tu te dis, mais pourquoi on parle à un policier comme ça? Voilà, tu vois, c'est quand quelqu'un même. qui revêt quand même une certaine autorité, qui peut en abuser. Bien Ça, il faut le évidemment, dire, non, tu tu vois vois. ça. Il peut en abuser. Donc, autant essayer vraiment de faire truc là, en fait. de t'entendre un peu avec lui. Et voilà, tu vois. Eux aussi, Moi, vas-y, fini. moi, un jour, j'ai mal garé ma voiture et il y a le policier qui est venu. Et en fait, il a dit, oui, monsieur, vous avez mal garé votre voiture, permis, blablabla. Il a pris, il a dit, donc, vous comprenez, ça fait une contravention de, je sais pas, 60 euros, 35 euros, un truc comme ça. Et il cherchait un stylo pour noter la convention. Mais il n'avait pas de stylo, je lui ai remis mon stylo. Ouais. Et le gars, il me regardait comme ça. Genre, il m'a dit, bon, ok, il est allé voir son chef. Et il a dit au chef que, bon, qu'on ne va pas le mettre à mort. Il dit, mais le gars est mal garé, regarde, il est garé. Moi, je suis venu en France, je ne connais pas, ok, il ne faut pas garer ici. Voilà. Moi, je vois un grand espace devant une piscine, j'ai garé. Et j'étais le seul véhicule là-bas, tu vois, bête aussi que je suis. J'étais le seul véhicule et je n'ai pas pris le temps d'imaginer que c'est mal garé. Ouais. Donc, il a dit à son chef que non, il m'a remis son stylo. Et le chef dit, oui, tu as remis son stylo, fous-lui l'amende, on y va. Le jour-là, ils ont commencé à tirer ça un peu jusqu'à la fin. Le policier là, a dû expliquer à son patron pourquoi. Il ne veut pas me mettre l'amende, tu vois. Donc, des fois aussi, moi, pour dire une chose, c'est que déjà sur le fait de la situation, pour les gens qui sont plus jeunes, qui nous suivent, c'est que quand un policier t'arrête, prends ton temps, il faut juste reconnaître que, ok, boss, tu as raison et tu passes à autre chose, tu vois. Voilà. Tu passes à autre chose parce que c'est lui qui a l'arme, tu vois, c'est lui qui… En fait, il y a des gens, peut-être, sa femme l'a énervé chez lui et ce n'est même pas toi la vraie raison pour laquelle il est énervé. Oui. Donc, vous devez comprendre, les gars, que moi, je suis là, je vais vous dire les choses comme un grand frère, mais coopérer, quoi. Coopérer, je lisais même le livre que tu m'as recommandé, Les lois de la nature humaine, où il explique ça dedans, dans ce bouquin. Il y a des gens, ils sont même énervés sur autre chose, ils vont venir vous déverser le haine sur toi alors que tu ne leur as rien fait. Il l'explique très bien dans Les lois de la nature humaine. Tu vois, il explique très bien ces mécanismes et tout, et justement comment repérer ces mécanismes et ne pas se sentir touché par rapport à ça. Tu vois, il l'explique très bien dans le bouquin. Donc, c'est quelque chose aussi, effectivement, je me dis, on est quand même arrivé à un système,
je n'excuse pas la France. Hein. Je pense que la France aussi a foutu un peu le bordel dans tout ça. Il y a trop d'interconnexions dans cette histoire et tout. Je pense quand même que on est dans un système aujourd'hui où, quand les Noirs vont voir, ou les Africains de manière générale vont voir un policier en France, il y a déjà cette image négative de se rebeller. Oui, c'est ça. Ils sont déjà... C'est l'instinct qu'ils ont. Et ça m'amène sur le deuxième sujet que je voulais qu'on aborde dans ce podcast, c'est Sally, Crazy Sally. Récemment, elle a posté il y a environ une semaine, elle avait pris un vol de Brésil vers Paris et l'hôtesse de l'air est venue très agressive. Elle n'a rien fait, la fille. L'hôtesse de l'air lui parle très mal. Éteignez votre téléphone portable. Elle prend sa main et tout. Donc, pendant tout le vol, l'hôtesse, en gros, lui cassait les couilles. Tu vois, lui cassait les couilles, etc. Et du coup, elle, heureusement, elle a filmé un peu. À la fin, elle va se plaindre au patron, enfin, au commandant de bord, des trucs comme ça. Ils disent qu'eux, non, ils s'en foutent et tout, etc. Qu'ils vont défendre leur personnel, que c'est elle qui a été violente. Et du coup, dans tout l'avion, tout le monde a commencé à défendre Sally en disant que non, c'est votre hôtesse qui est raciste, c'est votre hôtesse qui, depuis le début de ce vol, n'arrête pas de lui casser les couilles, etc. Et du coup, eux, ils appellent la police et, arrivé à Paris, la police vient chercher Sally pour dire qu'il y a un peu perturbation, nanana et tout. Tu vois. Donc, Sally va au poste de police, ils expliquent, et même elle a fait des enregistrements, même le policier dit, mais pourquoi on nous casse les couilles pour des affaires comme ça, en gros, dégagées et tout. Les policiers, le personnel d'Air France continue à la menacer, etc. et tout. Et donc, elle a fait une vidéo sur TikTok et sur Instagram qui a buzzé, où elle explique la situation, qu'elle est convoquée au poste de police et qu'elle aussi va porter plainte en retour, etc. par rapport à cette situation. Et il y a une chose que j'ai remarqué chez Sally, et c'est ce que je vais vraiment conseiller à tous les Noirs. Déjà, dans les commentaires, tous les Noirs disaient, si c'était moi, j'allais péter un câble, j'allais la frapper dans l'avion, etc., etc. Même moi, quand j'ai regardé la vidéo au début, je me suis dit, putain, si ça m'arrive, je la gifle, cette dame-là. C'est la réaction normale. Mais Sally, elle est juriste, il ne faut pas oublier. Tu la vois dans la vidéo, la fille, là, elle a été très calculatrice aussi quelque part. Parce qu'elle sait que la dame, là, je suis sûr que dans son cœur, quand ça se passait, elle se dit, toi, je vais te défoncer. La voix, elle pleure dans la vidéo. Non, pourquoi vous me touchez? Je n'ai rien fait et tout, etc. Tu vois? Et quand j'ai analysé le truc après, je me suis dit, elle a eu la meilleure réaction possible. Elle a eu la meilleure réaction possible. D'autres vont dire, oui, elle n'a pas eu les couilles, c'est vrai. Mais c'est la réaction qu'elle devrait avoir pour demain défendre son cas. Parce qu'on va plus l'écouter. On est dans un monde aujourd'hui où, quand les Noirs ont des réactions par rapport à une injustice, c'est le truc qui est comme ça. Hein. Ils vont dire, oui, mais tu as abusé. Tu aurais peut-être dû te calmer. Tu aurais dû ne pas toi aussi fight back et jouer un peu et tout, te calmer, etc. C'est toujours vous. Quelque chose se passe, vous êtes violent, vous voulez frapper tout le monde. Et Sally, je pense qu'elle a compris ça. Elle n'a pas voulu jouer le rôle de la dame, s'énerver parce que ça allait la desservir quelque part. Elle a coopéré comme elle pouvait. Elle a joué le rôle de la femme, elle a pleuré même et tout pour attirer quand même de la sympathie parce que c'était vraiment une vraie injustice quelque part. Tu vois. Mais elle n'a pas réagi comme quelqu'un un Africain normal, je suis un Africain normal, aurait réagi. Et je pense que c'est aujourd'hui ça qui est en train de sauver son cas. Parce que dis-toi que la vidéo a été reprise, même à la télévision, au journal de 13 heures, pour te dire, tous les journaux en ont parlé, et Air France aujourd'hui est de la sauce, parce que même des employés d'Air France ont envoyé des messages à Sally pour dire qu'ils sont extrêmement racistes dans cette entreprise, qu'ils ne respectent pas les clients africains, que même dans l'entreprise, ils se font des blagues, des inside jokes, c'est que les gars ont tout balancé. Donc, pour toi, ça peut être aussi une façon, vas-y. Une façon, pour moi, en fait, je me dis, c'est la meilleure façon, quelque part, lorsque quelqu'un te casse les couilles, c'est de maîtriser tes émotions, d'avoir tes preuves, tu vois, et de jouer sur le fait que tu as été quelqu'un de droit, tu n'as pas réagi, parce que je pense que les Noirs, souvent, surtout les Africains, on est excessivement émotionnels. Et c'est quelque chose qui nous dessert énormément. Je peux te dire, Augustin, c'est quelque chose qui nous dessert énormément. Moi, je l'ai appris quand j'étais en Chine. Dis-toi que quand j'étais en Chine, j'ai un ami camerounais, japonais qui était venu me voir, tu vois, et il est métis et tout. Et il a un passeport japonais. Et tu sais, les Chinois et les Japonais, c'est chaud, tu vois. C'est du fait de leur histoire, c'est très chaud, tu vois. Et quand il est venu à l'université me rendre compte, et me rencontrer,
Le gardien, il voit le passeport et dit, toi, tu rentres pas. Tu vois. Donc, le gars m'appelle et tout. Moi, je débarque, je pète un câble. Tu vois. Je pète un câble sur le gardien. Je dis, mais attends, mais tu t'es cru où? Blablabla et tout. Je m'énerve et tout. J'étais vraiment. Et du coup, les profs sont venus et tout. Ils ont calmé la situation, etc., etc. et tout. Et après, je me rends compte que, mec, j'ai fait une grosse erreur. Parce que c'est la réaction que un Africain aurait dû avoir. Mais j'ai fait une grosse erreur. Pourquoi? Parce que derrière, ça montre à tout le monde que les Noirs sont très violents. Parce qu'eux, ils ne vont pas comprendre le contexte. C'est ça aussi le truc. Les gens, le contexte, les gens te regardent, ils ont dit, OK, il a été violent envers le gardien. Ils ne vont même pas savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Ils s'en foutent du contexte. Donc, après, je commence à analyser. Je dis, ah, mon frère, fais attention. La deuxième chose aussi, c'est que tu es dans un autre pays. Et les Chinois, et tous les étrangers le savent, tu ne peux pas gagner contre un Chinois un procès ou peu importe ce que tu veux. Dans son pays, c'est pas possible. La France. Tu ne peux pas, dans son pays, gagner un truc contre lui. Même si tu es escroqué, même si quelque chose s'est passé, autant résoudre cela à l'amiable. Tu vois? Donc, il y a un Noir américain qui s'est retrouvé en prison comme ça. Il est parti en boîte de nuit, tranquillement. Un Chinois l'a provoqué. Le Chinois l'a giflé, se sont bagarrés et tout. Les policiers sont venus. Les policiers chinois, bon, ils ont leur système. Ils ont dit, écoutez, on va régler ça à l'amiable. Que ça ne quitte pas ici. Excuse-toi. Le Noir dit non. C'est à lui de s'excuser. On a les caméras. Et le gars dit, écoute, excuse-toi, on passe à autre chose. Le gars dit non que lui. Et les policiers lui disent, si on quitte ici, si on quitte ici, là, le commissariat, tu es dans la merde, mon gars. Tu es dans la merde. Le gars, il persiste et ils portent plainte et ils vont vraiment en cours. On lui a donné 4 ans de prison ferme. 4 ans de prison ferme aux Noirs américains. Alors qu'il avait raison. Alors qu'il avait raison. Tu vois? Alors qu'il avait raison. Et quand il a fini, et il a même fini ses 4 ans, je pense, en 2021, et on l'a rapatrié aux États-Unis avec interdiction de revenus en Chine, etc. C'est injuste, oui. On le sait que c'est injuste. Mais chacun gère son pays comme il veut, mais c'est pas comme il veut et défend qui il veut. Donc, moi, ce que je veux expliquer, en fait, c'est quoi? En tant que Noir, on a déjà une certaine image. Et à chaque acte de violence, cette image qu'on a, ce qu'on reflète, se dégrade encore plus et les gens s'en foutent de savoir si on a raison ou pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir accepter et jouer avec dans nos intérêts. Si Sally avait réagi de façon brutale dans l'avion, je te jure, déjà même dans son témoignage qu'elle a fait, avec des preuves, hein, tu as encore des gens qui disent dans les commentaires, oui, mais on n'a pas entendu la version de l'hôtesse de l'air. Tu vois? C'est que la fille a filmé, elle a tout montré, mais il y a des gens qui ont encore dit que non, on n'a pas entendu la version de l'hôtesse de l'air, présomption d'innocence, blablabla. Donc, c'est pour te dire que quand c'est un Noir, quelque chose arrive à un Africain, c'est extrêmement compliqué de défendre son cas. Tu vois? Et si tu réagis par toi-même en pensant que tu te fais justice, tu empires encore la situation. Parce qu'on dit, on va encore dire, il n'aurait pas dû réagir comme ça. Donc, on est doublement perdant dans toutes les lignes. Donc, moi, je pense que la meilleure situation, c'est que, tu sais, Augustin, on est dans un monde qui est injuste. Profondément injuste. Le monde n'a jamais été juste d'ailleurs. Hein. On est dans un monde qui est profondément injuste. Et je pense que c'est à chacun de pouvoir tirer ses épingles du jeu. C'est à chacun de pouvoir analyser la situation et savoir comment ça se passe. Même en négoce, par exemple, moi, je te l'ai dit quand on a commencé l'histoire de négoce. Parfois, tu es dans les discussions avec des clients et je te l'ai dit plusieurs fois que mon gars, moi, je ne peux pas supporter. Parfois, ça s'insulte dans les discussions. En négoce, ça s'insulte et tu te dis, mais attends. Et tout le temps, je t'ai toujours dit que toi, ta capacité, et c'est vraiment l'une des qualités que tu as, c'est ta capacité à gérer des situations où on peut même t'insulter, tu te dis, bon, tant que le business se fasse, il n'y a pas de souci. Alors que moi, je te dis, écoute, moi, je sors de ça, je manque d'argent, on ne peut pas me casser les couilles sur des trucs. Et moi, j'ai compris aujourd'hui que je suis quelqu'un d'extrêmement émotionnel. Quand quelque chose se passe en même temps, bon, ok, vas-y, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Voilà, je ne me donnez pas à manger. Toi, tu casses tout. Tu vois? Alors que j'ai beaucoup remarqué que toi, tu es tout dans un truc où, ok,
comment on peut quand même tirer de cette situation un moyen quand même de remplir le compte bancaire. Bah, on est venu pour ça. Tu vois? Donc, je pense qu'en tant que Noirs ou Africains, c'est important parce que les gens savent que les Africains sont extrêmement émotionnels. Ils le savaient, ils jouent avec nos émotions. On joue avec nos émotions systématiquement. On s'amuse avec ça. On sait comment nous triguer. On sait quoi dire à la télé pour s'indigner. Même aux États-Unis, les commerciaux le savent. Pour vendre aux Noirs, comment faire. C'est un truc, les Américains, ils théorisent tout. Et ils le savent. Comment faire adhérer, tu vois, dans les élections américaines, on sait comment avoir le vote des Noirs. Il suffit de shooter un. Parfois, je me demande même si ce n'est pas fait exprès. Il suffit de shooter un Noir, que tout le monde s'indigne contre l'extrême droite et que tout le monde va aller voter le Parti démocratique. Et c'est même pas moi qui le dis. Il y a même des Noirs américains qui ont écrit des bouquins pour expliquer comment systématiquement on manipule le vote des Noirs en se basant sur leurs émotions. Tu vois? Donc, même si on choute un Noir, il faut voter toujours pour son parti. Tu vois, il faut toujours voter pour son... Tu vois, donc les gens manipulent nos émotions en fait. Et je pense que c'est important pour nous, tu vois, c'est vraiment important pour nous de pouvoir comprendre tous ces aspects-là et savoir comment nous allons tirer nos épingles du jeu. Je ne pense vraiment pas que la violence est la solution. Je ne suis pas Malcolm X ou Martin Luther King qui pour la non-violence. Non, pas du tout. C'est juste que quand tu regardes l'histoire des États-Unis, tu regardes l'histoire des Noirs en France depuis au moins 40-50 ans, je t'assure, allez vérifier sur ina.fr, on pose les mêmes problèmes qu'il y a 40 ans. On parle des mêmes. Je t'assure, j'ai été choqué de voir. La chaîne YouTube de Ina est là. Hein. Vous allez sur YouTube, vous mettez ina.fr, là, la chaîne YouTube. Allez voir les interviews qu'il faisait dans les années 80. On a l'impression que c'est un copier-coller. C'est l'époque qui a changé. Les discours sont les mêmes. Les Africains ont les mêmes problématiques. Ça veut dire quoi? Que le cassage et la violence n'ont rien changé en 40-50 ans. Ça n'a absolument rien changé pour eux. Au contraire, ça a empiré la situation parce qu'on nous pointe du doigt comme étant Mamadou et Mohamed qui tout le temps font de la casse. Il y a 40-50 ans, on était colonisés. Non, je parle des Noirs qui étaient en France déjà. Va voir sur ina.fr. Il y a des Noirs qui sont en France depuis même avant les indépendances, qui ont leurs enfants qui sont nés ici. Tu vois, et aussi, surtout les Maghrébins. Surtout les Maghrébins, les Algériens sont venus en France dans les années, je sais pas, 1880. Surtout les Algériens et les Marocains. Tu vois? Les gens de banlieue, ils sont là depuis les années 30, les années 50, pour la reconstruction après-guerre, etc. Les années 50, ils sont là. Et on pose les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, que les années 80. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, est-ce qu'il faut attendre, selon moi, est-ce qu'il faut attendre que, voilà, une révolution hypothétique va venir? Moi, je me dis, il n'y aura pas de révolution parce que les révolutions ont toujours été commandées par des gens qui avaient leur intérêt dans la révolution. Moi, je dis toujours quelque chose. Il faut déjà que la plupart des Africains, ils aient le CEP, ils aient le bac, tu vois. C'est tout bête, tout con, mais c'est vrai. Et il faut arrêter. Tu sais, la plupart des Africains, il faut qu'on arrête de dire oui, qui a la meilleure Range Rover, qui a fait ci à ça, on va mettre Boubou, j'ai épousé un blanc, je suis content. Tu vois, tout ça, il faut déjà le minimum, quoi. Et le minimum, c'est ça. Hein. Le minimum, c'est déjà de commencer à avoir le bac. Parce que la plupart des gens ne veulent pas aller à l'école, ils ne veulent rien comprendre. Tu vois, il y a des gens maintenant, c'est parce que tu allais à l'école un peu, je ne dis pas beaucoup, mais un peu, que tu comprends ça. Regarde le niveau général de l'Africain dans le monde par rapport aux autres. Le niveau là est trop bas. Et nous, on le voit aujourd'hui, on travaille avec des gens, on essaye de tirer un peu les gens vers le haut pour qu'ils puissent comprendre les enjeux du monde. Ouais. Tu ne peux pas comprendre la géopolitique si quelque part, bon, ok, même si tu n'as pas le bac, tu ne te cultives pas. Il faut que les Africains, on commence à s'éduquer. Parce que déjà, même pas tous ceux qui sont en Afrique, ils ont l'avantage, non, ils ont le désavantage d'être quelque part où c'est dur de les éduquer.
Mais aujourd'hui, il y a Internet. Donc, commençons déjà par travailler sur nous-mêmes. C'est en travaillant sur nous qu'on peut déjà arriver à un niveau où gagner l'argent n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est apprendre à s'auto-contrôler. On n'arrive pas à faire ça. Ouais. On n'arrive pas à faire ça. Quand on dit Gandhi, Bouddha, si Bouddha se contrôle et il est debout, il médite comme ça, Bouddha, c'est un avocat de je ne sais pas quoi. Il a fait avocature, il a grandi dans une famille très riche avant de tout laisser tomber pour aller convaincre les pauvres. Ouais. Au lieu de passer tout notre temps, ok, l'église c'est bien. Moi, aujourd'hui, je ne veux plus jeter la pierre sur l'église. Plus tard, on le fera. Mais la réalité, c'est que arrêtez d'aller à l'église, arrêtez de lire tous les jours que la Bible, tu vois. Il faut aussi lire des choses qui vont vous permettre de... Ah ouais, donc si telle personne s'est comportée comme ça, c'est à cause de ceci. Les gens ne savent pas ça. 99% des Africains, ils ne savent pas ça. Même encore pire ici, avec les réseaux sociaux, les gars ne savent pas. Hein. Les gars, ils sont juste là et eux, ils veulent devenir billionnaires sans travailler. Ouais. Tu vois? Donc déjà, commençons par là. Et comme tu l'as dit, Crazy Sally, ou bien Sally, elle a une éducation. Oui, elle est juriste, hein, donc elle sait. Et comme je le disais, je pense qu'elle savait que si elle réagissait mal, ça allait desservir après son propos après ou ses accusations qu'elle allait porter en face sur Air France, en fait. Tu vois? Donc, quelque part, je pense que c'est extrêmement important. Et moi-même, je le remarque aujourd'hui et je le dis parce que parfois, j'ai des réactions, parfois même émotionnelles sur des situations qui m'énervent où un client t'a cassé les couilles, tu te lèves, tu te dis, vas-y, dégage, tu vois, tu le bloques même. Et parfois, tu te remets, tu te dis, mais peut-être que tu n'aurais même pas dû réagir comme ça. Non, c'est ça, c'est vrai. Tu n'aurais même pas dû réagir comme ça. Et je pense aujourd'hui que dans tout ce qui se passe aujourd'hui en France et tout, la situation est extrêmement malheureuse. Il faut se manifester, effectivement, il faut manifester, etc. Mais les manifestations changent rarement les choses quand ça n'a pas été téléguidé. Tu vois, c'est souvent quand les révolutions qui changent les choses, c'est souvent les révolutions où même les riches, parce qu'il ne faut pas oublier que la révolution française en a profité aux riches parce que bon, le roi il avait toute la fortune et tout, la révolution est venue, on a eu les nouveaux riches, les nouveaux bourgeois. Même la révolution, Alain, ça profite à ceux qui sont déjà éduqués et qui ont la connaissance pour savoir comment faire pour en tirer profit. Nous, aujourd'hui, on va faire des révolutions et après, on sera toujours comme ça. Le lendemain, on ira à l'église encore. Ah oui, parce que... Pour prier Dieu et rentrer chez nous. Derrière, par exemple, quand tu prends l'histoire de Air France, qui nous manque de respect systématiquement, qui nous met dans des avions de merde, j'ai même vu des vidéos où Air France a fait, les gars rentrent dans l'avion, et dit, ah, vol annulé, on fout tout le monde, on leur donne des bancs pour qu'ils aillent se coucher, alors que si c'était d'autres pays, on allait louer l'hôtel. Même Royal Maroc te loue un hôtel quand l'avion est annulé. Non, et ça, c'est obligatoire. Il y a un manque de respect. Moi, j'ai pris un avion une fois de Lomé pour aller au Mali, à Bamako. Et à mon retour, quand je dois retourner, je dois revenir à Lomé. Et c'était Ethiopian, une compagnie africaine. Oui, africaine, oui. Dès que on est allé à l'aéroport, ça traînait, il y avait des soucis. Mais ils nous ont mis dans un hôtel 5 étoiles. Je suis désolé. Oui. Donc, quelque part aussi, je pense que Air France a un problème avec l'Afrique. Je ne sais pas lequel. Ils ont un problème avec nous. Et en plus, selon des employés de Air France qui ont envoyé des messages à Sali de soutien, on est... l'Afrique est l'un des plus gros, ou mais le plus gros pourcentage de chiffre d'affaires de Air France. C'est l'Afrique. Donc déjà, ils ne nous respectent pas. Le vol a été annulé, on a donné des bancs aux gens, mais vraiment, j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. On a donné des bancs, ils ont dit dormez dans le hall. Alors que même Royal Maroc te loue des hôtels, pour te dire. Il faut prendre Royal Maroc, nous aussi. Il faut prendre d'autres compagnies aussi. Voilà. Quelque part aussi, on va bavarder. Mais on ira quand même demain encore aller chez les France. Le corset est vide. Moi, le corset est vide. Corset est vide. Et tu sais, moi, j'ai eu la même situation. En tout cas, pas la même, mais j'ai eu une situation pareille. Je ne sais pas, il y a 10 jours, quand je revenais. Non, quand je rentrais au début juin, il y a eu une situation pareille. J'ai eu un gars, un hôtesse, un vieux hôtesse là. Le gars, il est vieux.
Je me demande s'il est aigri parce que, bon, le métier d'hôtesse de l'air, tu sais, moi, je pense que des fois, il y a des gens, ils ont des problèmes plus que moi. Bah oui. Donc, je me dis, bon, celui-là même s'il vient et il me fracasse à un bras, je vais lui dire, bon, il me fait déjà suffisamment de la peine. Le gars, il doit avoir peut-être 55 ans comme ça. Il est hôtesse de l'air. Déjà, et le gars, la situation, c'est quoi? Je suis allé le voir parce que moi, je devais travailler. J'ai fini de manger. J'ai dit au gars, écoute, monsieur, voici ton plateau. Moi, j'ai fini de manger. J'ai des choses à faire. Il me dit non, que de retourner m'asseoir avec le plateau. Parce que on ne peut pas, si les 260 personnes qui sont déjà dans l'avion, lui remettre chacun son plateau, ça n'allait pas se casser comme ça. J'ai dit que c'est déjà arrivé une fois que les 260 personnes viennent. Et il dit non, et il a commencé à ôter le ton et tout. J'ai dit non, que c'est une exception, j'ai des choses à faire. Il a dit non. Donc, moi, en fait, si c'était moi avant, j'allais lui déposer le plateau quelque part là-bas, j'allais partir et il pouvait dire tout, j'allais même pas me retourner. S'il me touche, je le giflais, tu vois. Mais je suis reparti, j'ai jeté le plateau quelque part à côté là-bas et j'ai commencé à travailler. Et après, elle est venue, il a cherché. Mais j'ai constaté que depuis cet incident-là, quand le gars passe dans le couloir, et par exemple, s'il doit même quand on dit de redresser le siège parce que l'avion va atterrir ou décoller, le gars, il vient, il me dit, monsieur, votre siège n'est pas bien redressé. Et je dis, mais comment je peux encore redresser le siège plus que ça? Et je pense que, moi, je dormais même. Et le gars, il vient, il dit, redressez le siège, monsieur. Il me parle un peu comme son fils. Je ne sais pas, même à ton fils, tu parles comme ça, vous allez avoir d'altercation. Et il a passé sa main à travers tout moi ici pour venir de l'autre côté fenêtre, pour appuyer le truc. Il a vu que le bouton ne marchait pas. Il tire le truc. Je suis comme ça, je le regarde jusqu'à il finit et il s'en va. Tu vois? Mais si c'est que moi, c'est vrai, il m'a touché aussi. Mais si c'est que moi, je voulais même aller dans les détails encore, je suis sûr qu'il y a sujet d'actualité là-bas. Bah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, où est-ce que je vais en venir rapidement? C'est que déjà, il y a des situations où le gars, il va te manquer clairement de respect. C'est clair. Mais moi, déjà, à ce niveau-là, j'avais d'autres choses déjà. Moi, je me disais, déjà, j'étais de bonne humeur. Je me disais, le gars-là ne va pas gâcher mon humeur. Et au retour, quand je prenais encore le même avion, j'ai eu des hôtesses super. Genre, c'était des gars qui, j'étais à une place même, parce que moi, je ne voulais même plus payer de place. Tellement ce qui s'est passé à l'Alema Énergie, je ne voulais même plus payer une place spéciale pour moi. J'étais à une place tout au fond là-bas. Comme il n'y avait pas beaucoup de gens dans l'avion, ils m'ont dit de choisir la place que je veux. J'ai vu qu'ils avaient quand même très, très bien traité les gens. Donc, des fois, les amis, on peut tomber sur des gens qui sont vraiment des bouillis, quoi. Dans leur tête, c'est la bouillie. Et tu tombes sur des gens qui vont bien te traiter. Mais ne partons pas aussi sur nos complexes en disant non, c'est parce qu'on est africain et tout. Air France, bon, je pense que nous, on doit aussi penser, on doit penser aussi des fois à changer un peu, quoi, tu vois, à changer parce qu'il y a d'autres compagnies où les avions sont vides, ils font le même service. Ouais, exactement. Vous ne prenez pas ça, tous les Africains. J'ai l'impression que Air France est devenu l'iPhone des avions. Tu vois? Tout le monde veut rester dans Air France pour rentrer au pays. Pour que, je ne sais pas si les gens le font, mais c'est juste pour dire, ah oui, j'ai pris Air France. J'ai pris Air France, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça. Et vas-y. Je pense que tu as eu la meilleure réaction possible, tu vois. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire, en fait. Ce n'est pas des réactions de faiblesse, tu vois. Parfois, il y a des gens qui vont vraiment vous casser les couilles, qui vont vous le montrer, qui vous cassent les couilles, tu vois. Et vraiment, c'est à vous de vous dire, de le laisser faire ce qu'il veut, tu vois. Vous avez quoi, 1 minute, 2 minutes à passer avec lui, zappez-le. Parce que quand tu vas réagir encore, ça va envenimer la situation. On va dire que voici les lois qui réagissent. Et comme je le dis, les gens ne vont jamais prendre. On est dans un monde aujourd'hui, tu le sais, les gens n'ont pas le temps pour comprendre les choses. Tout est TikTok aujourd'hui. Les gens ont 1 minute. Donc, si ton histoire devient trop longue, là, que oui, bon, j'étais dans l'avion d'abord et que s'ils ont dit non, tu as crié ou tu n'as pas crié. Tu as giflé ou bien tu n'as pas giflé. Tu as giflé ou tu n'as pas giflé. Pourquoi tu l'as giflé? Pourquoi tu l'as giflé? Voilà, les gens ne vont pas comprendre ce contexte-là, tu vois. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est des choses sur la durée
qui nous desservent. C'est vraiment important qu'on apprenne à contrôler nos émotions, qu'on apprenne à comprendre qu'on est dans un monde qui est extrêmement complexe et qu'effectivement, la même compagnie peut te casser les couilles et demain, tu vas tomber sur quelqu'un de la même compagnie qui est extrêmement, truc là, tu vois, qui est extrêmement bien, qui va bien t'accueillir, qui va rigoler avec vous, etc. Donc, c'est aussi les gens, souvent les gens ont des problèmes aussi, tu vois, ils ont des problèmes. Comme tu l'as dit, ce policier, bien que sa femme l'a même trompé, on ne sait pas. Le gars, le matin, il a envie de chuter. Oui. De quelqu'un, quoi, tu vois. Et toi, tu viens à chaque fois le déranger. C'est vrai que ça va l'énerver, tu vois. Ça va l'énerver. Et je pense souvent aussi qu'il faut que nous-mêmes, déjà, on soit de bonne humeur pour que quand les gens font des trucs comme ça, il faut, tu multiplies par zéro, quoi. Tu multiplies par zéro et voilà, tu continues ta vie tranquille. Sinon, je t'assure, c'est un truc de fou. Non, c'est vraiment, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose qui, en tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé que la réaction de Sally était la meilleure réaction à avoir, tu vois, où elle a filmé, surtout, moi, je recommande vraiment aux gars. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui, quand quelque chose se passe là, sortez votre téléphone et commencez à filmer. Sincèrement. Sortez quand vous sentez qu'il y a une situation qui commence à sortir du cadre d'une communication normale et qu'on commence déjà à vous menacer un peu, sortez votre téléphone, ne dites plus rien, commencez à filmer. Laissez la personne raconter ce qu'elle veut raconter, maîtrisez-vous et avancez. Parce que dans tous les cas, je vous le dis, la situation qui s'est passée avec le jeune Naël est dommageable. Il faut punir, bien évidemment, la police et le policier qui l'a fait, etc. Mais les réponses qu'on est en train de donner aujourd'hui vont encore être contre nous. Et c'est ce que moi, je veux essayer de souligner ici. S'il y a, dans les années 80, les gens se plaignaient des mêmes situations et qu'en 2023, 40 ans après, on se plaint toujours des mêmes situations, tu vois, ça veut dire que rien n'a changé et rien ne changera. Donc, quand tu es dans un monde où tu sais que rien ne va changer, quelle est la seule chose que toi-même tu peux changer? C'est toi-même. Tu n'as pas de contrôle sur l'État. Tu n'as pas de contrôle sur le système. Les policiers ne vont pas du jour au lendemain devenir gentils, friendly, comme ça, danser avec toi dans la rue. Non. Mais la seule chose que tu peux changer, c'est toi-même. C'est là où tu es. C'est ta capacité à faire de l'argent, à te barrer quand on te casse les couilles. Moi, souvent, je le dis, si aujourd'hui je suis en Estonie, ça se passe très, très bien. Tu vois, je ne rencontre pas du tout, personne ne me casse les couilles. Je me demande même s'il y a des policiers dans ce pays. C'est tellement on n'en voit pas de policiers. Je ne sais même pas s'il y a des policiers dans ce pays, tellement on n'en voit pas. Tu vois. Donc, mais si demain il y a quelque chose qui se passe, je vais prendre mon billet d'avion. Demain, je suis à Dubaï. Ou je retourne au pays. Ou je suis, c'est pas en Asie, en Chine, au Japon, quelque part. C'est ça. L'idée pour moi, c'est pas de dire que tout le monde va devenir entrepreneur, mais il devient impératif. Il devient beaucoup d'argent. Non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de se former en tant que communauté. Tu sais, j'ai deux amis qui sont partis aux États-Unis travailler, un arabe et un noir. D'accord? Deux amis, un arabe, un camerounais et un marocain. Ils ont travaillé pendant 4 à 5 ans aux États-Unis. Tu vois, comme informaticien, ils gagnent très, très bien leur vie, etc. Et à chaque fois, moi, je leur demande, mais les États-Unis, comment vous trouvez le truc? Tu vois, même le Camerounais m'a dit, mon frère, les Noirs américains aussi, ils abusent. Ils abusent. Et demande à n'importe quel Africain qui est aux États-Unis, les Noirs américains, et vois sa réaction. Il va te dire sincèrement, il y a trop de choses qu'on aurait pu éviter pour rien. Les gars aussi abusent. C'est trop. Les gars se plaignent. On les a mis dans un système de dépendance de fou. Les gars se plaignent trop. C'est comme les Africains qui sont nés en France. C'est comme les Africains. Ils se plaignent trop. Moi, je viens de dire. C'est pour ça que parfois, c'est très compliqué pour moi de parfois défendre les Africains qui sont nés en France. Parce que je suis venu, je comprends le contexte, je comprends la situation, je comprends leur ressentiment. C'est tout à fait normal. Mais je me dis parfois, les gars, vous avez une opportunité de malade. Toi-même, tu es en Afrique, tu te dis tu veux aller à Paris.
Parce que tu sais qu'il y a cette opportunité. Parce que les jeunes de banlieue, ce qu'ils doivent savoir aussi, est-ce que toi, peut-être que tu ne sais pas, c'est des Français. Ils n'iront jamais parce que même l'Afrique n'en veut pas. Quand ils viennent au pays, c'est pour foutre le bordel. Tout le monde, quand ils viennent au pays, c'est pour foutre le bordel. Même les pays africains n'en veulent pas. Ils sont fatigués de qu'ils rentrent au pays. Donc la France, c'est leur pays. Ah bon? Bah oui, mais demande-moi, il y a des amis marocains qui ils disent, mais quand les Marocains de France, les Algériens de France arrivent au pays, on est fatigués. Ils foutent le bordel. Les benguistes. Les benguistes, ils foutent le bordel au pays. Tu vois? Donc même le pays n'en veut pas. Et même eux ne peuvent pas rester au pays plus de 2 semaines. Parce qu'il suffit qu'il y ait qu'il n'y ait pas d'eau chaude, ils vont péter un câble. Il n'y a pas la connexion Internet, ils pètent des câbles systématiquement. 2 moustiques les a piqués. Se dit, merde, c'est quoi ce trou à rats? C'est la réalité. Ils ne veulent pas rester au pays. Il y a très, très peu, à moins qu'ils. La plupart des gens africains de France qui ont fait un retour en Afrique, souvent, c'est des adultes. Ce sont des gens qui ont déjà dépassé la quarantaine, qui ont déjà fait ce travail sur eux et qui ont vraiment se disant que, OK, maintenant, je veux retourner vers mes racines. Mais tu prends un gars de banlieue de 18 ans, 20 ans, tu l'envoies en Afrique, il a cette vidéo du jeune homme camerounais, français d'origine camerounaise, qui dérangeait sa maman, les wesh, comme on les appelle. Et chez nous, sa mère a pris le billet, l'avion, l'a amené au Cameroun, a saisi le passeport et est revenu en France. Et le petit, il appelle ses camarades de classe à l'école. Wesh, maman m'a abandonné ici. Appelez tout le monde, appelez les services sociaux, appelez. Tu vois, et tu vois, on m'a abandonné au Cameroun. Il parlait comme si le Cameroun c'était une prison. Donc c'est pour te dire que même les jeunes de banlieue, ils ne peuvent pas vivre en Afrique. Tout le reste, c'est du bavardage. Oui, on est africain. Non, les gars, je vous le dis, si vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas africain, vous êtes français. Donc à un moment donné, essayez de gérer la situation ici en France. Parce que dans tous les cas, vous n'irez pas vivre en Afrique. Ça, il faut arrêter de se mentir à un moment donné, regarder les choses dans les yeux. Vous n'irez pas vivre en Afrique dans tous les cas parce que le confort que vous avez ici en Europe, vous ne le retrouverez jamais en Afrique. Ce confort-là. Et deuxième chose aussi, sachez que vous êtes dans un pays où vous avez des opportunités. Moi, je suis venu du Bled. Augustin est venu il y a 6 ans environ, ou 7 ans. Moi, je suis venu il y a 10 ans. Tout ce que vous vivez, tout on a vu, on a compris. On a vu, on a compris. Et en plus, comme je te disais tout à l'heure, c'est les blédards qui payent les pots cassés. Oui, parce que... Ah oui, parce que dans tout ça là maintenant, on va voter des lois quoi, anti-migration, parce qu'on peut pas voter des lois contre aussi des Français. C'est des Français. Tous les gars qui cassent là, c'est des Français qu'on ne veuille pas, c'est des Français. Donc, les gens qui vont payer les pots cassés dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est les gens comme nous, comme je le disais au début de ce podcast, c'est les blédards qui vont passer. On va voter des lois encore beaucoup plus strictes sur l'immigration parce qu'on va se dire que si c'est ce qu'ils doivent devenir, autant limiter leur entrée en France. Si c'est le résultat qu'on doit avoir, ça. Donc, derrière, les titres de séjour, les titres de séjour étudiants, toi-même, tu as vu au fil des années comment c'est devenu de plus en plus complexe de les avoir. C'est complexe. De se naturaliser aujourd'hui. Dis-toi, j'ai un ami ukrainien dont la mère a été refusée la nationalité, tu vois. On lui a posé la question, si son fils était gay, comment il allait réagir? C'est la question qu'on lui a posée à la préfecture. Donc elle dit, bah, je vais le laisser faire ce qu'il veut, mais moi, c'est pas ce que je veux. 2 semaines après, naturalisation refusée. Donc, c'est pour vous dire que on est passé dans un niveau même où on va vous refuser des naturalisations pour des conneries. Donc, ceux qui vont payer, c'est ce que je voulais souligner aussi, ceux qui vont payer l'addition, c'est nous, c'est les blédards qui vont payer l'addition, pas les Français, parce qu'ils sont Français, ils sont chez eux, c'est leur pays. Peu importe ce qui se passe, ils vont le supporter. L'État français va les supporter parce que c'est leur pays quelque part. Et c'est nous, où c'est pas notre pays quelque part, où on est encore avec les titres de séjour, on doit se réveiller à 2 h du matin, aller faire la queue pendant qu'il neige. C'est ceux-là qui... C'est nous qui allons payer l'addition de tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que je dis vraiment, les gars, on est dans une époque où vous devez vous réveiller. Kerry James a assez chanté. Lui-même aujourd'hui, il est fatigué. Même il dit qu'il est fatigué. Les gens ont assez chanté. On a assez dit les choses. On a
parlé du racisme, on a pleuré, on a manifesté, on a tout fait aujourd'hui de ce qui est faisable. Vous avez tout cassé là. On a littéralement, il faut juste que l'armée intervienne littéralement dans ce qui se passe aujourd'hui en France. Il y a 45 000 policiers déployés déjà. Déployés. Donc, il reste juste les légionnaires qui vont être déployés maintenant. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, à un moment donné, ils vont envoyer les légionnaires maintenant. Tout ça, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, ces solutions ne marchent pas. Quelle est la seule solution qui peut marcher? C'est ce que nous, on essaie de faire ici, de vous éduquer financièrement pour que vous puissiez quitter ce monde de la victimisation, à attendre que ce soit les autres qui vous donnent quelque chose, à attendre que ce soit l'État qui change quelque chose par rapport à vous et à vos conditions. Je pense que les Noirs ou les Africains de France doivent se rendre compte, doivent faire face à la réalité à un moment donné. Comme dit Sam Oven, faire face à la musique, tu vois. Ils doivent faire face à la musique, ils doivent regarder les choses droit dans les yeux et se rendre compte que personne ne les aime, personne ne va les aider, tout le monde s'en fout de votre gueule. Et il faut pouvoir le dire et le comprendre. Tu vois, parce que là, c'est le jeune Naël, demain ce sera peut-être encore une autre personne et tout, ça va encore se passer, on va encore casser, on va encore brûler les choses, mais la situation, parce que ce qui est intrinsèque dans tout ça, c'est les conditions de vie des gens, quelque part. Les gens vivent dans des conditions défavorisées. Tu vois, dans les banlieues, etc. Même si pour moi, défavorisé, tu vois, c'est à prendre avec des pincettes parce que quand je vois les rappeurs français dire qu'ils n'avaient pas l'eau chaude, qu'ils étaient dans les conditions, tu regardes tout ça, tu te dis, bon, lui, il ne peut pas passer 2 semaines au pays, tu vois. Mais si tu fais de ça. Mais l'Afrique n'est pas un endroit pour les paresseux. C'est pas pour les paresseux. Tu vois? Ceux qui fuient la France parce qu'ils disent que c'est trop dur là. C'est trop dur. Mais l'Afrique, c'est 10 fois plus dur. L'Afrique, il n'y a pas de. Moi, je dis même, moi, je respecte énormément les Africains qui réussissent en Afrique. Ah oui. Chapeau. C'est des fous, ça. Eux, c'est des fous. Les Africains qui réussissent dans le contexte africain, moi, je les respecte parce que je me dis, mais merde, la facilité à réussir en Europe, tu vois. Donc, pour conclure un peu toute cette partie-là, et tout, sur le racisme, les policiers, etc., sur l'affaire de Naël, moi, je pense vraiment, les gars, prenons nos responsabilités. Ça ne sert à rien d'aller détruire partout dans les banlieues parce que vous détruisez les infrastructures que vous allez utiliser vous-même. Donc, qui va payer encore? C'est vous-même qui payez l'addition, c'est vous-même qui payez les factures. Je vous le dis, les autres n'en ont rien à foutre. Tu vois, on va bavarder, on va dire ce qu'on veut. Je peux te l'assurer, Augustin, qu'un an fera le bilan. Zéro va changer. Non, il n'y aura rien de nouveau. Rien de nouveau va se passer. Et la violence n'est pas du tout la solution. Et je ne le dis pas parce que je suis un non-violent, non. Je le dis parce que l'histoire l'a montré, depuis l'histoire des Américains, que la violence n'a rien changé. Et je peux même vous le dire, si on a aboli l'esclavage, si on a aboli tout, ça n'a jamais été parce que les gens se sont rendus compte que finalement c'était mauvais. Ça a été purement sur des questions financières et économiques. Ce n'était plus rentable. C'est la dure réalité à accepter. Ce n'était plus rentable. Et ça n'allait plus dans les intérêts de certains pays. Si l'esclavage, la colonisation ont été laissés tomber, ont été abolis, ce n'est pas parce que du jour au lendemain, les gens se sont subitement remarqué que putain, les droits de l'homme existaient pendant que la colonisation et l'esclavage continuaient. Les droits de l'homme existaient déjà. Ça existait déjà, les droits de l'homme, depuis 1789. Pourtant, la colonisation a continué jusqu'à 200 ans plus tard. Tu vois? Donc, ça n'a jamais été pour des considérations de prise de conscience. Ça a été purement des considérations financières, économiques, de rentabilité. Ça fait mal de l'entendre, mais il faut pouvoir l'accepter. Et quelque part, les nouvelles puissances aux États-Unis qui étaient devenues une nouvelle puissance au lendemain de la guerre, qui n'avaient aucune colonie, ça le faisait un peu chier de voir que les autres avaient des colonies. Donc, ils avaient aussi poussé dans le sens de leurs intérêts pour les décolonisations. Donc, quand tu commences à comprendre l'histoire générale du monde et comment les choses s'imbriquent, tu comprends tout de suite que, mon frère, rien n'est fait pour ta gueule. Non. Chacun fait pour ça, pour lui-même, propre à lui. Chacun fait pour lui-même, propre à ses intérêts.
C'est extrêmement important. C'est moi, ça m'a fait mal. On parle de abolition de l'esclavage et tout. Tu penses que non? Ça m'a fait mal de voir que c'est purement économique. Donc, tu te dis que si c'était rentable, on serait encore aujourd'hui enchaîné, frère. Non, mais c'est ce qu'il faut comprendre. On serait encore enchaîné. C'est une affaire c'est plus rentable, en fait. C'est une affaire de rentabilité. Ça n'a jamais été une affaire de prise de conscience subite, divine du mal. Tu vois? Et aussi parce que certains pays, n'ayant pas leurs intérêts aussi, ont poussé dans le sens des décolonisations, ont aidé aussi parce que, bon, on va prendre les pays asiatiques qui ont été colonisés, qui ont repris le pouvoir et tout, donc qui se disaient qu'ils allaient aussi aider les pays. C'est des jeux d'intérêt. Tu vois? C'est des jeux d'intérêt. Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, les amis. Vraiment, vous devez comprendre cela. D'accord? Il y a un dernier sujet, je ne sais pas si on va l'aborder, si ça a pris trop de temps. Et c'est un sujet que vous voulez aborder. Je pense que ça va dans le même sens. Hein. Je me suis tombé sur une vidéo d'une Camerounaise qui explique qu'elle a créé une entreprise qui fait les habits africains, s'appelle Grassfield, je pense, et que son entreprise a été volée par un investisseur, un avocat qu'elle avait fait entrer dans l'entreprise pour l'aider à mieux structurer parce que l'entreprise gagnait, enfin, ce qu'elle est, elle n'arrivait plus à suivre. Sa sœur jumelle étant tombée malade aussi en temps, etc., etc. Et finalement, l'entreprise lui a été volée, tu vois. Et c'est une entreprise qui est encore aujourd'hui, qui tourne encore aujourd'hui. Et ça m'a rappelé aussi une deuxième histoire d'une marque française qui s'appelle Black Up, dont tu me parlais là. Qui avait fait venir des investisseurs dans son entreprise et qui s'est vu. Il a perdu l'entreprise. Et qui aujourd'hui, c'est des entreprises qui vendent aux Africains, qui vendent aux Noirs, qui ont été créées par des Africains, mais qui aujourd'hui ne leur appartiennent plus. On a aussi l'histoire de Rihanna, dont l'expert comptable l'a ruiné totalement. En 2009, elle avait été ruinée. Son expert comptable lui avait conseillé de mauvais investissements, etc. On voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de, surtout les Noirs américains, ou même les Noirs en général dans le monde, qui ont fait des carrières sportives. On a vu Usain Bolt perdre 10 millions de dollars dans toute sa retraite. Et son argent, il l'a retrouvé finalement ou pas? Je ne pense pas, en tout cas, je ne pense pas qu'il ait retrouvé son argent. Donc, il a été ruiné après toute sa carrière avec des conseils de mauvais investissements. On dit jusqu'à 60 ou 75% des joueurs de football américains ou basketball, soccer, comme le disent les Américains là-bas, et tout, se retrouvent à la rue après leur carrière. On retrouve la même chose après, environ aussi en France, hein, quelque part aussi en France, on retrouve à peu près les mêmes schémas qui se retrouvent un peu dans les pays occidentaux. Et c'est la question de se demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la raison? C'est quoi la raison en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ça qui se passe exclusivement, on le remarque beaucoup, sur la communauté noire africaine, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc. Tu vois, le fait que d'autres personnes viennent dans ton business et te prennent le business comme Steve Jobs. Voilà, comme Steve Jobs te vire du business. Mais Steve Jobs gagnait quand même de l'argent, non? De Apple, oui. Même quand il a été viré, il gagnait de l'argent. Bon, lui, quand il a été viré, il a créé Pixar. Bon, il a racheté une petite boîte qui est Pixar, qu'il a scalé. Il a créé une autre entreprise qui fabriquait aussi des jeux vidéo, des ordinateurs Next, etc. Et tout. Et il est venu racheter encore son entreprise qu'on l'avait viré et tout. Tu vois, etc. Ils l'ont remis encore dans l'entreprise et tout. Donc, mais qu'est-ce qui fait ça? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Quand j'ai vu l'histoire un peu de Black Up et tout, et de Grassfield, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des Noirs qui ont fait entrer des capitaux étrangers. Et ceux qui ont les capitaux, c'est qui? C'est les Occidentaux qui ont les capitaux. Tu vois, c'est eux qui ont les capitaux. Donc, qui ont fait entrer les capitaux étrangers dans leur entreprise pour voir ce qu'est leur entreprise et finalement se sont vus éjectés de l'entreprise. Et tout. Tu vois, via des mécanismes que les gars eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Tu vois, la fille de Grassfield, elle explique en fait que le gars devait l'aider à structurer sa boîte. Tu vois, il y avait énormément de ventes, 20 millions de pounds, disons à peu près 25 millions d'euros générés. Elle ne comprenait plus rien, plus de 2000 employés au Cameroun et tout, etc. Elle ne voyait plus, elle ne comprenait, elle n'est pas comptable de base. Tu vois, donc elle a fait inviter
quelqu'un dans l'entreprise pour l'aider, la personne lui recommande de liquider l'entreprise, que c'est trop, qu'il faut liquider l'entreprise. Que là, vraiment, il faut déclarer faillite. Elle déclare faillite, lui crée une autre entreprise, il passe derrière, racheter l'entreprise de la fille. Tu vois, racheter l'entreprise de la fille. On a eu le même cas avec Black Up aussi, hein, comme je le disais. Black Up, oui. Il rentre au capital et du coup, on fait signer des documents que toi, tu ne comprends pas parce que tu n'es pas juriste. Tu ne comprends rien à ces documents-là qui fait qu'on te dépossède de tous les droits de vote dans ton propre entreprise et finalement, c'est d'autres personnes qui deviennent, et tu deviens un simple salarié. Surtout l'histoire de Black Up, il a fini salarié et après, ils l'ont viré avec un chèque de moins de 1000 euros. Non? Ouais, exactement, avec un chèque de 1000 euros. Non, mais c'est avec tout le travail que tu as bas, un jour, quelqu'un te dit que, OK, ta boîte n'est plus à toi parce que, voilà, c'est... Mais ça veut dire que dans les autres communautés, ça ne se passe pas. Parce que toi, Alain, là, ces temps-ci, là, tu charges un peu nos frères, là. Non, est-ce que ça veut dire que dans les autres communautés, ça ne se passe pas? Je ne sais pas. Parce que je pense quand même que les autres communautés sont mieux organisées. Donc ça m'étonnerait que ça se passe. Je vois très mal un Chinois aller chercher des capitaux étrangers. De toute façon, on a vu des vidéos de la tontine chinoise, on a vu des trucs. Hein, et voilà, on a vu. Je connais des Pakistanais qui ont plus de 50 magasins en France. Je comprends un peu comment ils ont scalé. Ils ne sont pas allés chercher des investisseurs de BNP. Tu vois, ils ne sont pas allés chercher ça. Ils sont allés chercher de l'argent de leur communauté. Tu vois. Donc, est-ce que ça se passe comme ça dans les autres communautés? Je n'ai pas fouillé l'information, mais ce qui est sûr, quand on regarde au niveau de la communauté africaine, de la communauté noire, des entrepreneurs, on voit que souvent, c'est nous qui prenons les mauvaises décisions. Tu vois. Et pour moi, c'est dû à deux choses. Déjà, il y a l'éducation financière. Tu vois, je pense que sur l'échelle de l'éducation financière, on est les derniers de la classe. Les autres communautés comprennent plus. Que ce soit la communauté asiatique, je dis mais la communauté asiatique, parce que les Indiens, c'est les Asiatiques aussi, hein. Même si on ne le dit pas assez, les Indiens, les Pakistanais, c'est les Asiatiques. Donc quand tu prends la communauté asiatique, c'est une communauté quand même qui est extrêmement éduquée en termes de business, pas de business en lui, mais en termes de business. Tu vois, gérer un restaurant, gérer un supermarché, gérer un truc, c'est du business. Il n'y a pas que le business en ligne dans le monde, hein, c'est du business. Tu vois, donc je pense que c'est des communautés quand même qui comprennent déjà tous ces mécanismes-là et que nous ne comprenons pas en tant que communauté. Tu vois, il y a ce premier facteur qui est dessus. Le deuxième facteur qui est dessus et que moi je vois. Mais attends, il y a le... Moi, tous ces gens dont tu as parlé maintenant, j'ai constaté que tu as parlé d'un Ivoirien et tout. Il y a aussi le fait que les anglophones, je n'ai jamais entendu ce genre de choses chez les Nigériens, tu vois. Peut-être je peux me tromper, mais les Nigérians, ces gars-là, c'est eux qui escroquent les gens, en fait. Ouais. Genre, ils sont tellement surinformés des choses qu'à la fin, c'est... Donc, quelque part, je pense qu'il faut aussi encore plus parler à notre communauté francophone. Parce mais que au-delà de ça, si tu dis juste les Nigérians, mais on peut prendre l'exemple des Noirs américains aussi, qui se retrouvent systématiquement ruinés sur le conseil de leur expert comptable, de leur soi-disant conseiller financier. Et c'est là où tu te poses la question, est-ce que ce n'est pas motivé? Tu vois? Est-ce que ce n'est pas motivé? Surtout dans une société américaine qui est une société qui est extrêmement racialisée, tu vois? En tout cas, ça ne va pas être un Africain qui a quitté l'Afrique qui va écouter ça. Mais aux États-Unis en plus, c'est pas les Africains qui ont quitté l'Afrique, là, mon gars, ils vont construire au pays. Ils vont construire. Tu vois? Ils font des immeubles. Ils font des immeubles au pays. Mais des immeubles avec plein de carreaux. Comment éviter ça? Donc, comme tu l'as dit en premier, c'est l'éducation. L'éducation financière. On est à la ramasse. Ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas. Parce que quand tu prends l'exemple de Black Up et l'exemple de Grassfield, tu vois, selon moi, en fait, tu as des entrepreneurs qui sont des créatifs. Ce n'est pas un expert comptable, ce n'est pas un juriste. Donc, dire que l'éducation financière, c'est comme s'il allait faire le boulot d'un expert comptable. Même moi,
Et pourquoi l'affaire là me parle? Moi, mon expert comptable m'a mis dans une merde Ah actuellement. oui? Bah oui. Moi, j'ai pris un expert comptable ici en Estonie qui m'a fait déclarer, qui a fait une erreur et j'ai payé 4 000 € de TVA supplémentaire. Oui. Ça m'est arrivé aussi une fois. Et il faut aller chercher la TVA après. Et en plus, c'est la TVA OSS. Donc, il y a une partie qui est partie en Allemagne, une partie qui est. Donc, vu que je vends dans toute l'Europe, il faut maintenant contacter chaque direction des impôts des autres pays européens pour qu'ils retournent l'argent. Bonne chance. Mhm. Moi, Pour ça, j'ai le problème là. J'ai ce problème-là en ce moment. Bon, je l'ai eu, hein, je l'ai eu, mais bon, c'est ça, c'est ça. Vas-y, vas-y. tu vois. Donc, quelque part, j'ai vu beaucoup de personnes dans les commentaires qui disent oui, mais elle aurait dû checker aussi. J'ai dit non, elle n'est pas. Tu es un entrepreneur, tu as ta zone de génie, tu n'es pas là pour vérifier encore le boulot de ton expert comptable parce que dans tous les cas, tu ne comprendras pas son boulot. Lui, le mec a fait 10 ans d'études, 12 ans d'études pour ça. Non, c'est des nuls. Hein. Tu vois. Non, je En comprends. fait, Mais le truc. l'expert comptable est bon en fait, on va dire, enregistrer. En fait, l'expert comptable travaille pour l'État. Ouais. Lui, il est là pour garantir que toi, entrepreneur, tu enregistres bien les choses pour lesquelles tu vas payer les impôts après. Mais si tu veux faire évoluer ta boîte, c'est pas l'expert. Il y a des experts comptables qui sont très, très éduqués financièrement, qui vont te donner des affaires, qui vont te donner des idées, mais ce n'est pas la plupart du temps. La plupart du temps, il y a des spécialistes de ça, des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine, des gens qui sont là pour faire fructifier de l'argent et qui, bon, les gestionnaires de fortune, ça aussi, c'est un autre sujet, tu vois. Mais confier son argent à son expert comptable, bon, il faut quand même que j'écoute vraiment l'expert comptable, que je comprenne vraiment là où est-ce qu'on est en train d'aller. Il y en a qui sont vraiment très bons, tu vois. Mhm. Là j'ai un expert comptable qui est très, très bon dans tout ça, là. Mais la plupart d'entre eux sont trop administratifs. Ils vont te faire des conneries, que des conneries. Tu imagines, toi, c'est 4 000 €. Il y en a, c'est 4 millions. Oui. Il y en a, c'est 40 millions d'euros, tu vois. Donc, vas-y, vas-y. Tu vois. Donc, je pense quand même que en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas non plus être partout. Ça, c'est Donc, vrai. quand tu recrutes quelqu'un ou tu fais entrer quelqu'un, c'est parce que tu te dis quelque part, la personne est là pour t'aider à scaler. Tu vois? Parce que tu ne peux jamais scaler si tu es là à vérifier ce que tout le monde fait. Tu ne peux pas. Tu vois? Donc, parfois, je me dis que quelque part, ce qui s'est passé pour Grassfield ou pour Black Up, quelque part, c'est pas de leur faute, en fait. Ils ne pouvaient pas savoir parce qu'ils n'ont pas cette information. Ce n'est pas des juristes. Tu vois, surtout le cas même des deux entreprises, parce qu'on a fait rentrer des investisseurs dans l'entreprise pour scaler. Au-delà de l'expert comptable, c'est qu'on a fait rentrer des investisseurs. Et c'est quand même des gens qui sont extrêmement aguerris. Et qui savent que tu es sur un business d'opportunité. Parce que si ce gars n'était pas un opportuniste, pour le cas de Grass, même des deux entreprises, il ne serait pas passé derrière racheter la boîte. Si tu dis à la personne, liquide ton entreprise parce que tu as fait des erreurs et tout, tu ne passes pas derrière parce que le gars s'est défendu justement pour dire non, il a publié des documents pour dire l'entreprise était dans un piteux état, on devait 700 000 € de dette. Donc, le fait d'avoir demandé de liquider l'entreprise, c'était la chose à faire. Oui, mais pourquoi? C'est toi qui vas racheter. Pourquoi? Tu aurais pu le dire, on liquide, mais on reprend une nouvelle entreprise ensemble. Mais pourquoi c'est toi qui vas racheter l'entreprise? Ça veut dire que c'était déjà motivé dès le départ, que tu étais là pour voler l'entreprise de la fille. Et du coup, pendant ce temps où ils ont travaillé ensemble, il a tout fait pour comprendre le business. Où est-ce qu'elle produit? C'est qui les producteurs au Cameroun? Toute la ligne d'approvisionnement, parce que la fille voulait vraiment faire un truc 100% africain. Ce n'est pas les wax hollandais de si elle faisait travailler des Africains, elle faisait les choses en Afrique. Elle était dans cette vision vraiment for Africa, from Africa, for Africa, etc. Donc le gars tout fait pour comprendre toute la chaîne de production de son entreprise. Et je pense aussi que c'est le même cas qui a aussi arrivé à Black. Mais quand toi, tu es dans une zone de créatif où tu ne gères pas la paperasse et tout, tu vois, tu te dis, tu fais confiance à tes investisseurs. Tu te dis que bon, ils ont mis de l'argent dans l'entreprise. On va scaler le truc ensemble.
Tu vois. Non, mais là, j'ai pas encore compris ton point. Où est-ce que tu veux en venir Là où là? moi, je veux en venir, c'est que, Hmm. quelque part, je comprends la situation. Parce que beaucoup de gens aussi ont attaqué en disant que vous auriez dû, c'est toujours bien de refaire le match après. Tu vois, vous auriez dû faire telle chose, vous auriez dû faire telle chose. Et moi, je comprends que c'est normal que sur le coup, qu'ils ne puissent pas le faire parce que même nous, en tant qu'entrepreneurs, notre boulot n'est pas de vérifier cela. Tu embauches quelqu'un ou tu fais entrer un partenaire, tu lui fais confiance pour qu'il fasse le boulot. Tu vois. La deuxième chose pour moi, c'est que quelque part, là où ils ont péché, les deux, c'est de faire trop confiance et derrière, de ne pas avoir pris des avocats derrière pour relire tous les contrats qu'on leur faisait signer. Tu vois. Et c'est là où je pense qu'au niveau des Africains ou des Noirs en général, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi beaucoup de footballeurs font des mauvais investissements en fin de carrière. Et souvent, tu vas remarquer, hein, la majorité, c'est tous les Noirs. Tu vas voir très, très peu de footballeurs blancs ou de sportifs blancs finir ruinés. Non, il y a même une étude qui est passée. Et il y a une étude qui est passée. L'étude disait que les footballeurs qui finissent ruinés, souvent, et qui sont africains aussi, souvent, c'est des gens qui sont passés de la pauvreté à la richesse. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est clair. Mais c'est Tu vois, c'est comme les gens qui ont gagné le loto. ils sont passés de la pauvreté à la richesse. Et le problème, c'est que ils ne sont pas éduqués financièrement dans le parcours. Du coup, bon, eux, ils sont là, ils sont juste là comme ça, ils sont en train de, eux, ils font leur travail comme tu l'as dit, ils jouent. Mais le problème, c'est que ils ont aussi un second problème, c'est un problème émotionnel. C'est-à-dire, ils ont le problème du riche du pauvre qui est devenu riche. Le pauvre qui est devenu riche a envie de montrer qu'il est devenu riche. Ouais. Tu vois, et Yeah. voilà, il achète les choses chères et tout, alors que ceux-là qui sont en grippe des blancs et que là, ils ont fait aussi l'étude au niveau familial et sociologique. Ils ont constaté que souvent, ce sont des gens qui sont nés dans une famille moyenne. Voilà. Les joueurs de NBA qui naissent dans les familles de classe moyenne, ils finissent toujours, ils finissent toujours par garder leurs sous jusqu'à la fin de leur carrière et au-delà. Bah oui. Parce qu'ils ne sont pas dans le flashy. Voilà. Et aussi, et mentalement, ils sont plus équilibrés. Voilà. Genre, ça, c'est Google qui le dit, c'est les études faites scientifiquement qui montrent que le gars qui a grandi dans sa famille où il y a le père, la mère, le grand-père, tout le monde est là, on prend des nouvelles de lui, il n'a rien à prouver à personne, en fait. Donc, tu vas voir des gars qui sont en NBA, ils ne vont pas s'acheter des Lambeaux. Ils vont juste acheter une voiture normale. S'il a une famille de 3 enfants, il achète une monospace tranquille, une belle voiture quand même. Mais voilà. Ça me rappelle Eminem. Tu vois, pourtant, Eminem, mais il y a aussi un autre problème aussi, qui est un problème au-delà de la stabilité de la famille, qui est un problème intrinsèque même aux Noirs, au fait de vouloir prouver des choses aux gens. Eminem, c'est ce qu'on appelle les white trash. C'est les blancs ordures. C'est les blancs pauvres des États-Unis. Tu vois, qui viennent de familles pauvres, dont la mère ou le père est décédé, vraiment. Famille difficile, quoi. Famille difficile, prison, etc. Tu vois. Et pourtant, j'ai vu une vidéo où Eminem, quand il a commencé à gagner de gros sous, des millions, tu vois, il voulait acheter une montre, tu vois, une montre qui coûtait genre 15 000 $, tu vois. Et le mec, il appelle son expert comptable pour dire, mais est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter ça? Parce qu'il doutait, il n'était pas sûr, tu vois. Et du coup, il disait lors d'une interview, le mec lui dit, mais pourquoi? Il dit, mais bon, il ne sait pas, tu vois. Donc, il appelle le gars pour dire, est-ce que, can I afford that? Est-ce que je peux l'acheter, cette montre-là? Et tu vois aussi quand même qu'au-delà de l'éducation, il y a aussi quand même un problème émotionnel chez nous de vouloir prouver des choses qui font que quand on devient riche, parce que même les autres aussi, quand ils deviennent riches, il y a quand même un certain contrôle qu'ils ont rapidement, je ne sais pas pourquoi, que par rapport à nous, où on va vouloir essayer de prouver des choses. Regarde les rappeurs noirs américains. C'est un complexe d'infériorité. Voilà, et compare avec les rappeurs blancs, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais les chanteurs blancs américains. C'est un autre monde, c'est un autre monde. C'est un autre monde.
Tu vois? Mais ça vient aussi de... Moi, en fait, c'est le big data ils ont fait de grosses études par rapport à ça. Et ils ont constaté que c'est souvent les gens qui grandissent dans les familles monoparentales qui ont ces Oui, problèmes. ça c'est clair. Genre, ils sont pas, je ne sais pas l'expliquer, mais je sais qu'il y a cet équilibre-là qui manque. Et ça fait que si tu veux t'éduquer et que tu as grandi dans une famille monoparentale, tu es obligé de tenir compte de tout ça là pour savoir te contrôler toi-même. Parce que ce qu'on dit là, nous-mêmes, par exemple, on n'est pas loin de faire ça. Bah oui, non? vois, Bah oui. tu n'es pas loin de faire ça. Genre, des fois, tu vois des trucs, tu te dis, mais je peux m'acheter une Rolex à 10 000 $ et tout, pour me balader avec. Mais à la fin, tu te rends compte que mais il faut faire attention aussi. Il faut faire attention parce que cette étude a montré que ces gars-là, moi, ce qui m'a choqué, c'est que ces gars-là, ils roulent dans des voitures normales, hein. Ils peuvent t'acheter la dernière Toyota, tu vois, tranquille. Ça peut être neuf, hein, mais ça ne va pas lui coûter, je ne sais pas, 400 000 $ ou bien 500 000 $. Il peut s'acheter sa voiture, se faire plaisir à 60 000 $, 50 000 $. Et il n'achète pas les mansions, tu vois, les mansions, les maisons à... Moi, je voyais hier, Belle Bijou, la dame là, elle disait qu'elle a construit une maison à 1,2 million, 1,5 million. Et Philippe Simon lui a demandé, mais pourquoi en fait? Et sa réponse, ça m'a un peu fait un pic, tu vois. Elle a dit, c'est à cause de ses enfants qu'elle a dormi par terre. Elle ne veut plus que ses enfants dorment par terre. Elle a dormi dans des conditions bizarres, elle ne veut pas. Bon, oui, tu peux le faire, mais jusqu'à 1,2 million, tu vois. Alors que, bon, ça, aujourd'hui, le business marche, l'argent, ça crache de l'argent. Et tu mets ça. Je connais des gens qui ont des maisons, ne serait-ce que des maisons à 200 000 $. Des gens au Bénin, là-bas, ils ont une maison à 200 000 $. Mais l'entretien de ces maisons-là coûte trop cher. Ah oui, on connaît quelqu'un qui veut même vendre la maison. Qui veut vendre la maison. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, OK, pourquoi ne pas utiliser les surplus d'argent là que tu achètes une maison à. Au départ, elle dit, j'ai fait quelque chose à 800 000, un budget à 800 000. Ensuite, ils ont dit que le sous-sol, ça coûte cher. Ils ont fait le sous-sol à 150 000. Et l'argent, ça a augmenté jusqu'à 1,2 million, tu vois. Mais moi, je me dis, OK, et pour parler d'éducation financière, parce que gagner de l'argent n'est pas le souci, c'est combien tu vas garder. C'est ça. Un jour, tu vas vieillir, tu ne pourras plus faire de vidéos, tu vois. Un jour, peut-être, on ne sait jamais, tu as une maison à 1,2 million et demain, ta voix est cassée. Si ta voix est cassée, tu ne peux plus faire de vidéos. Tu ne vas pas être en train, ou bien tu as un problème où, genre, psychologiquement, tu ne tiens plus. Tu as un problème mental comme ça du jour au lendemain, sachant que tu n'es pas venu d'une famille riche où tes parents ont déjà pris des assurances pour toi, il y a des héritages et tout. Donc, c'est maintenant que tu es en train de construire un héritage. C'est ce que notre communauté oublie. Tu construis un héritage, tu fais tout pour que cet héritage reste longtemps. Et pour que ça reste longtemps, on n'est pas obligé de vivre dans une maison à 1,5 million. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entre nous, les Afro, on va vouloir faire, surtout dans les États-Unis, tu vois. Quand tu prends les Blancs qui ont les mêmes salaires en MBA que les Africains, tu vois le niveau de vie, les Blancs dépensent moins. Oui. Et en même temps, eux, ils ont une base parce que quelqu'un qui va à l'entraînement, c'est sa maman qui l'amène ou bien sa femme l'amène. Oui. Le week-end, il sort, il est en famille. Pendant que notre basketteur black, lui, il est avec 3 top modèles. Il y a une qui vient le lundi, l'autre vient le mardi, l'autre vient le mercredi. Mais à la fin... il a 12 enfants ou 14 enfants alors qu'il n'a que 23 ans. Il a 14 enfants, il a plein de charges qu'il ne devrait pas avoir, tu vois. Et c'est ça qui fait que, à la fin, on est dans une communauté où, au-delà de l'éducation, aujourd'hui, pour quelqu'un qui nous suit, la personne va se dire, moi je me dis, si tu te retrouves à un certain âge, tu te rends compte que, voilà, tu es victime de ces genres de sorcellerie, là, on va dire sorcellerie, quoi. C'est-à-dire ce genre de vouloir dépenser, vouloir faire des choses et après ton argent fini. Et aussi vouloir investir. Genre, investir dans les choses où tu es là tout le temps, tu veux investir, tu veux investir, tu veux investir. Il faut aussi épargner un peu des fois. Quand tu te retrouves dedans, tu dois vraiment travailler sur toi-même pour te dire, écoute,
Là, j'ai des pulsions. On a tous des pulsions. Moi, j'ai des pulsions. Je sais que quand je suis face à tel truc-là, dans tel genre de chaussures, je dois forcément l'acheter, même si ça coûte 50 000 dollars. Si tu dépenses pour acheter une chaussure de 50 000 dollars, sache que peut-être c'est un bénéfice d'un argent que tu as déjà investi. Pas l'argent, pas la poule que tu tues pour manger les œufs et après la poule aussi. Tu vois. Ouais. Non, ça, c'est extrêmement important. J'étais même tombé sur une vidéo de quelqu'un qui disait le coût combien te coûte une Ferrari par mois en termes d'entretien, d'essence, etc. et tout, d'assurance et tout. Et le gars venait à un budget de 5 000, 7 000 euros par mois. Je me suis dit, mais attends, je vois acheter une voiture à 300K, 500K parfois, pour venir encore mettre son 10K, 80K, voire 100K par an pour l'entretenir. Juste parce que tu veux montrer que tu as une Ferrari, mon frère. Ah non. Parce qu'il faut savoir que les compagnies d'assurance facturent énormément les voitures de sport. Oui, il y a ça aussi. Ah oui, parce qu'une fois que tu as une Ferrari, ils te disent que mon gars, tu as l'argent. Si tu as un accident devant, au-delà même de l'argent, c'est que la moindre petite pièce d'une Ferrari coûte une blinde. Je ne sais pas si tu le connais, POG. PE ou bien PEG, il s'appelle PEG ou PEOG. C'est un Français qui fait des vidéos. Il a 4 voitures, c'est un Ferrari. Bon, il fait des vidéos pour montrer un peu sa vie de luxe et tout. Et il a fait une vidéo parce que sur sa Lamborghini, il était gâté, il l'avait amené en réparation. Mon gars, le moindre petit boulon, c'est 2 000 euros. La moindre petite vis. Le gars se retrouve avec des factures de réparation. Je ne me rappelle plus de la vidéo, entre 20 et 50 000 euros de réparation. Tu vas chez le garagiste, tu craches 50 000 euros. Si, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu achètes la voiture, tu ne sors pas avec. Tu sors une fois comme ça. C'est une voiture de collection, tu vois. Donc, je pense aussi que c'est extrêmement important. Tu vois, effectivement, on a tous ces pulsions. Je pense que même moi, quand tu commences à gagner de l'argent, tu te dis, attends, mais je vais voyager, je vais acheter tout ce que je veux, etc. Et tu commences à te rendre compte que, mon gars, comme tu l'as dit, c'est maintenant que tu es en train de construire la fortune. Et si on doit faire comme les Européens, comme les Asiatiques et tout, qui, eux, les premières générations ont fait énormément d'argent, mais ils se sont sacrifiés. Ils ont vraiment... En fait, on fait de l'argent. Tu vois, on fait de l'argent, on ne dépense pas, mais on fait de l'argent. Après, on passe le relais à la deuxième génération qui scale cet argent maintenant au milliard. Et c'est la troisième génération. Quand tu vois les Asiatiques, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'ils appellent la génération d'or aujourd'hui. Même les Asiatiques de France. Tu vois que les parents sont venus après la guerre du Vietnam, après les guerres et tout, etc. Dans les années 60-70. Les parents serraient la ceinture. Ils ont travaillé parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas eu de vacances dans leur vie. Tu vois, les parents aujourd'hui, ça c'est les grands-parents, les parents aujourd'hui, ils ont scalé le restaurant avec les trucs et tout, etc. Et c'est les enfants aujourd'hui qui en profitent. Puis eux, roulent en Ferrari. Et qui deviennent maintenant les investisseurs, qui comprennent la technologie, qui investissent dans les actions, dans les bourses, etc. Pour continuer à multiplier la richesse. À fructifier la richesse. Alors que nous, aujourd'hui, on est encore à l'étape numéro 1. Et c'est quoi l'étape numéro 1? Tu vois, l'étape numéro 1, c'est d'encaisser de l'argent et de le sauvegarder au maximum. C'est de le sauvegarder au maximum. D'abord, payer les dettes. Payer les dettes. Tu vois, payer les dettes. Les dettes de ta famille, de toi-même, de tes parents, tu vois. Mais bon, ça c'est vite fait. Tu ne peux pas faire plus que ce que tu as, mais c'est d'encaisser, effectivement. Et de... Tu vois, même les investissements, parce que tu sais, quand tu gagnes un peu d'argent, moi j'ai des amis qui gagnent seulement 2 millions par mois, 1 million par mois de francs CFA. Ils veulent bien investir dans tout. Ah bon? Ils veulent, oui, j'ai un jeune homme qui m'a appelé, oui, qui veut faire un hôtel. Je dis, mais tu gagnes combien tu veux construire un hôtel? Avec un hôtel. Avec un hôtel. Il a besoin de 30 millions. Et d'où est-ce que moi je peux investir dessus pour lui? Il a dit, mon frère, là, moi je suis aujourd'hui là. Là, moi, je suis aujourd'hui là. L'inflation n'a qu'à bouffer mon argent. L'inflation n'a qu'à bouffer mon argent. Là, moi, je suis aujourd'hui là. Vos histoires d'investissement là, d'aller mettre de l'argent dans la pierre, que la pierre ne ment pas, mon frère. La pierre ne ment pas, oui, mais il est rentable au bout de 25 ans, mon frère.
Il est rentable dans 25 ans. Il est vraiment moi, je sais pas que dans 25 ans, il sera encore là. Tu vois? Moi, je mets aujourd'hui, la seule chose où je concentre aujourd'hui mon investissement, c'est en bourse. Parce que c'est que demain, quelque chose, je peux retirer l'argent de la bourse. Tu peux le retirer rapidement. Rapidement. Et c'est anti-inflation parce que tu investis. C'est anti-inflation, à la limite. Tu vois? Donc, il y a aussi des trucs à mettre en place. Des choses à mettre en place quand même. Économiser au maximum. Et la deuxième génération va le scaler au milliard d'euros. Tu vois? Et après, les autres vont commencer à en profiter. Et c'est là où tu crées toute une génération de personnes qui comprennent, qui sont éduquées financièrement, comme les familles américaines ou européennes hein, qu'on trouve, qui sont là depuis 200 ans, 300 ans, tu vois, et qui perpétuent la fortune de la famille, etc. Je pense que c'est extrêmement important. J'ai même regardé une vidéo sur Cargill. Je ne savais pas que c'était une famille, Cargill, en fait. Je pensais que c'était une entreprise, mais c'est une famille. Une famille, c'est des familles. C'est des familles, tous ces gars-là. Tu vois. Alfred Dreyfus, bon, ça se dit dans le nom, je comprends. Louis Dreyfus. Louis Dreyfus, tu vois. Cargill, je ne savais pas que c'était une famille, Cargill. Et les gars sont là depuis 200 ans. Ouais. Et ils rachètent. En fait, ils ont des. C'est ça, en fait. Ils font des choses à la chaîne, de génération en génération. De génération en génération. Ouais. C'est ça, ces grosses boîtes-là, c'est des familles. Hein. De toute façon, le négoce, c'est des familles qui se regroupent souvent. Donc voilà, tout ça, vraiment, pour moi, la conclusion de tout ce qu'on a dit, vraiment, les gars, ça revient à ce qu'on essaie de vous expliquer sur cette chaîne. Indépendance financière, réellement, ça devient de plus en plus urgent. D'accord? Parce que pour revenir à tout ce qui est racisme, etc., je peux vous assurer, c'est toujours mieux de subir le racisme quand on est pété de thunes. C'est toujours mieux. Tu vois? C'est comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je préfère pleurer dans la Ferrari, tu vois. Je préfère quand même. C'est toujours mieux parce que vous avez la possibilité de réagir quelque part. Vous avez la possibilité de vous défendre. Vous avez la possibilité, soit, si vraiment vous voyez que vous ne pouvez pas battre un système, de quitter ce système-là. Vous avez le choix. L'argent, vraiment, la seule chose réelle que l'argent vous apporte, c'est le choix. C'est votre capacité à choisir. C'est comme moi, j'étais en France, j'ai passé 10 ans en France, je suis parti. Et je ne suis pas parti parce que la France est raciste, non. Je suis parti pour des questions financières aussi. J'ai assez payé d'impôts en France. Je pense avoir fait mon devoir quand même. J'ai payé pas mal de choses. Je me suis dit, bon, on va aller économiser. Tu vois, vous avez la possibilité de partir. Et c'est extrêmement important. Deuxième chose que je retiens, c'est de contrôler ses émotions. Parce qu'en tant qu'Africain, en tant que Noir, les gens vont jouer sur nos émotions. Et énormément, ils le savent. Ils vont trigger cela, déclencher cela. Pour nous faire faire, et sincèrement, je vous conseille beaucoup ce bouquin, Les lois de la nature humaine. Il l'explique très, très bien dans ce bouquin. Et Robert Greene l'explique très bien. Comment les gens vont manipuler vos émotions pour faire ce qu'ils veulent. C'est même la première chose qu'il dit souvent. Même dans le bouquin, la première partie donne les 2 premiers chapitres, ça me faisait chier parce qu'il disait dans telle situation, supposons que s'il ne faisait que lister tous les cas de figure possibles, vous dites tout ça là que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la nature humaine et c'est ça qu'on va décortiquer dans ce bouquin. Tu vois. Donc c'est extrêmement important de lire ce livre et de comprendre la nature humaine, de comprendre les interactions qu'on a, tu vois. Et troisième chose, lorsque vous êtes dans une situation, selon moi en tout cas dans une situation, ne réagissez pas avec violence, essayez de comprendre la situation, d'essayer de jouer de la situation, filmer si vous voulez, etc. Il faut réagir, bien évidemment, comme je le disais, hein, s'indigner, tout à fait normal par rapport à ce qui se passe. Et derrière, lorsque ça passe à un autre niveau, comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en France, ça va nous desservir. Et derrière, c'est vous qui allez payer parce que ceux qui suivent ma chaîne en majorité, souvent, c'est les blédards qui nous suivent aussi, en majorité. D'accord? Donc, c'est vous que cela aussi va desservir quelque part. Tu vois? C'est extrêmement important. Et la dernière chose, par rapport au business, informez-vous. Éduquez-vous financièrement. Prenez des avocats, double-checkez votre business. Je suis en train de vouloir prendre un avocat aujourd'hui. Parce que j'ai un étudiant en coaching qui a été que Hermès a attaqué.
en justice, en e-commerce. Je ferai une autre vidéo pour en parler, que MS attaqué en justice en e-commerce. Et là, il m'a appelé, il m'a expliqué, mon frère, il faut prendre un avocat en même temps parce que le jour où tu es dans la merde et tu vas chercher un avocat, il sait que tu n'as plus le choix. Il sait qu'il va te facturer, tu ne vas jamais oublier. Il sait que tu n'as plus le choix. Tu vois, donc, cherchez, si vous êtes entrepreneur, cherchez un avocat qui est dans votre milieu, qui va relire les contrats qu'on vous fait signer. Ne signez jamais quelque chose parce que vous pensez que la personne, c'est un bon gars. Oh oui, il ne peut jamais me faire ça. Ah, c'est un pote. Ah non, et tout. Surtout parce qu'on est quand même, il faut voir la réalité en face. C'est vrai que ces temps-ci, j'attaque un peu les business occidentaux, mais il faut voir la réalité en face. Vous êtes un noir, vous êtes un Africain, vous lancez un business qui cartonne. Ne pensez pas que les investisseurs qui viennent dans votre entreprise sont là pour votre gueule. S'ils peuvent vous arracher votre entreprise, ils la feront. Ils vont l'arracher. Ils vont l'arracher. Allez voir. J'ai parlé d'un gars sur TikTok qui explique comment les Noirs américains galèrent à lever des fonds pour l'entreprise. Ils font tout. Ils ont même un produit rentable. Ils vont voir les VC, les gars leur disent non. Parfois, même, ils embauchent des Blancs pour que les Blancs aillent négocier à leur place. Et à chaque fois qu'on sait que derrière, c'est un Noir qui gère le business, on leur dit non. Donc, on est dans un monde qui n'aime pas votre gueule. Vous devez accepter cela. Donc, quand vous faites entrer des partenaires, à un moment donné, il faut bien fixer tout ça. Venez avec votre avocat pour fixer tout ça. Sinon, vous allez vous faire enculer. Ça, c'est clair. Et c'est même pas du racisme, c'est fair play. C'est fair play. C'est tout. Le monde marche comme ça. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Augustin. Non, je pense que tu as dit tout, hein. Tu as dit l'essentiel, c'est effectivement ça. Mais moi, je crois que l'éducation financière, et voilà, tu as tout dit. Tu as tout dit. Je pense que voilà, si vous nous avez écoutés, ceux qui sont ici encore, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, qui n'ont pas encore quitté, c'est qu'ils sont vraiment motivés à changer les choses, à créer des générations meilleures que ce qu'on a aujourd'hui pour nous les Africains. Et encore félicitations à vous et on se retrouve une prochaine fois. Dans un prochain podcast. Merci beaucoup les amis. Bye bye.